Et salut à tous, on se retrouve pour l'actu football du jour. La Coupe du Monde a démarré vendredi soir et on est présent pour parler en ce début de semaine de ce début de Coupe du Monde tous ensemble en live sur TikTok et Twitch. J'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un bon début de Coupe du Monde, que vous avez passé un bon week-end et on est de retour en live, comme je disais, sur TikTok et Twitch pour discuter de tous les matchs qu'il y a déjà eu, hein, il y a déjà eu pas mal de matchs alors que ça fait que 2 3 jours que, la coupe du monde a démarré. Donc on va en parler évidemment. Je le répète, si vous avez des questions enfin je le répète, j'en parle directement, mais si vous avez des questions, des affirmations, venez en discuter dans le chat, hein, on répondra à tout le monde. Mais évidemment, on va parler, des matchs de ce week-end, hem des matchs de hier soir, dans la nuit, peu importe le match dont vous voulez parler, on en discutera. On parlera évidemment des matchs de ce soir, l'Espagne qui fait son entrée dans la compétition, la Belgique et l'Égypte aussi, hein, l'Espagne qui jouera contre le Cap-Vert, j'oublie le Cap-Vert. Et on parlera des matchs de cette nuit entre l'Arabie Saoudite et l'Uruguay, l'Iran, la Nouvelle-Zélande si vous souhaitez en discuter et évidemment on aura, quelques petits mots sur l'équipe de France. Voilà, hein, pour les matchs, dont on va parler aujourd'hui. Évidemment, dans notre revue de presse, on va parler de cette coupe du monde. Hem, j'ai déjà sélectionné pas mal de petits articles pour, en discuter. Alors salut à Babas qui est présent sur le live. Salut, tu fais quoi? Tu vois quoi pour ce soir? La Belgique, la Belgique contre l'Égypte, je vois plutôt une victoire, des Belges. La Belgique qui a plutôt une belle équipe. L'Égypte aussi évidemment, hein, un grand d'Afrique, l'Égypte, mais je vois plutôt, la Belgique. Après j'ai pas regardé encore en détail, Hem, ce que ça peut être, les compositions, qui pourra jouer et l'opposition. Mais, de ce que je connais des 2 équipes, je dirais déjà, la Belgique. Voilà. Alors, sur ce programme, cette petite, revue de presse, évidemment, on parlera des articles en même temps qu'on parlera de certains matchs. On va déjà faire un retour sur la nuit d'hier, évidemment. Alors, on va parler des matchs, mais aussi on a un petit article, sur, le résumé de la nuit de dimanche à lundi entre l'Équateur, la Suède, Reims à l'honneur, hein, le stade de Reims à l'honneur dans cette coupe du monde, assez fou. On va en parler, quand même. La déclaration du sélectionneur de la Suède, Graham Potter, hem, concernant sa doublette d'attaque, Victor Gyökeres et Alexander Isak. Ensemble, ils peuvent être une vraie menace. On va voir ce qui est dit dans l'article, exactement les mots du sélectionneur, suédois. Et on en parlera, hein, sur le match contre la Tunisie, pardon. Victoire, hein, 5-1 contre la Tunisie. Le point tactique aussi, comment le Japon a surpris Virgil van Dijk pour égaliser de la tête contre les Pays-Bas à la Coupe du Monde. Même si Virgil van Dijk a marqué son but, pour les Oranges lors de ce match, le Japon a su prendre le dessus alors que c'est pas une équipe, réputée très physique et très grande, cette équipe japonaise. On va voir, hein, ce petit point tactique évidemment de Dan Perez pour l'équipe. On va parler aussi, d'une des stars de cette coupe du monde, Lamine Yamal. Voilà, très attendu pour sa coupe du monde avec l'Espagne, même s'il ne devrait pas débuter ce soir d'après ce que j'ai compris. En plus contre le Cap-Vert, je pense que l'Espagne n'aura pas forcément besoin de lui. Donc on va voir, on va faire un petit résumé de sa saison et qu'est-ce qu'il va apporter lors de cette, coupe du monde évidemment à l'Espagne, hein, l'un des hommes forts du titre déjà, lors de l'Euro 2024. Donc on va parler de Lamine Yamal, on fera un petit point évidemment équipe de France. Je suis tombé sur quelques articles concernant certains joueurs, des Bleus, concernant Aurélien Tchouaméni, hein. Calme, sens du placement, orientation du jeu, comment Aurélien Tchouaméni est devenu le centre de gravité des Bleus. On va parler aussi de Ousmane Dembélé qui a eu du mal un peu à s'installer dans cette équipe de France, hein. C'est pas le même Ousmane Dembélé que l'on voit au PSG et chez les Bleus, donc on en parlera une nouvelle fois. On en a déjà parlé la semaine dernière, hein, pour ceux qui étaient présents et donc on va continuer, d'essayer de comprendre le rôle que l'on peut donner à Ousmane Dembélé dans cette équipe des Bleus. Même si évidemment c'est pas nous qui décidons, on essaye de d'analyser la situation.
On parlera aussi de l'adversaire des Bleus avec le Sénégal, hein, l'incertitude avec le capitaine du Sénégal, Kalidou Koulibaly. Est-ce qu'il pourra épauler Moussa Niakhaté ou il sera remplacé par Mamadou Sarr en défense lors de France-Sénégal? Alors on va en parler, on va voir. Il me semble que Kalidou Koulibaly, il était blessé depuis un moment. Voilà, c'est ce qui est dit dès le début de l'article. Donc on en parlera après. Blessé depuis la mi-avril. On verra ce que ça donne pour les Lions de la Teranga. Donc voilà, après on reviendra sur les matchs de ce soir, hein, mais avec la Belgique entre Légende et Renouveau, la Belgique a tout d'un outsider. Donc voilà, la Belgique, équipe très très intéressante, hein. Ils ont eu leur génération dorée qui a fait plutôt des belles prestations en Coupe du Monde. Là, voilà, quelques joueurs sont partis, il en reste encore. Donc à voir ce que peut donner cette Belgique qui commence à être une équipe installés en Europe, parmi, alors je dirais pas les grands d'Europe, hein, parce qu'ils ont pas forcément un grand palmarès, mais, une équipe installée quand même, parmi les sélections, en Europe. Voilà, donc on parlera évidemment de cette sélection belge entraînée par Rudy Garcia. On va parler d'un autre coach aussi, l'Uruguay, hein, sans ces 2 grosses stars, hein, Cavani et Suarez, hein, ça y est, c'est fini, pour les 2 légendes de l'Uruguay. Mais il y a quand même, 1 ou 2 joueurs à suivre dans cette équipe d'Uruguay. Et évidemment, l'homme qui fait parler, hein, dans cette sélection, c'est leur sélectionneur Marcelo Bielsa. Ils sont sur la montante. Oui, je pense que si c'est enfin, par rapport à la Belgique, oui, c'est vrai que la Belgique est sur la montante. Salut, tu penses quoi du match Maroc contre le Brésil? Alors, on va en parler juste après. Juste fini mon petit sommaire et on parlera du match Maroc-Brésil. Donc je disais quoi? Oui, sur l'Uruguay, voilà. La star de l'Uruguay, c'est peut-être le sélectionneur, hein, Marcelo Bielsa, hein, qui fait toujours, parler de lui. On continue aussi, alors là, c'est un peu hors sportif, mais c'est concernant, Zinedine Zidane, que l'on a beaucoup vu lors des matchs de la coupe du monde. On l'a vu lors du match, Brésil-Maroc. On se le verra sûrement pour le match de l'Algérie, je crois que c'est cette nuit ou la nuit prochaine, ouais, la nuit prochaine plutôt, mercredi 3 heures du matin. Hem, donc voilà, Zinedine Zidane, hein, qui vient observer aussi, je pense, l'équipe de France, hein, lui qui devrait être le prochain sélectionneur des Bleus. Et évidemment, c'est une star du football, du ballon rond, donc il est là en promotion pour comment ça s'appelle? Adidas, évidemment. Voilà. Et après donc, pour l'actu coupe du monde, je pense qu'il y aura pas mal de choses, on va pas mal en discuter et après on ira sur les infos mercato évidemment, hein. La fin de saison oblige, hein, le mercato est lancé, bah, depuis aujourd'hui je crois, hein, je crois que c'est officiellement la date du début du mercato. Donc on en parlera avec évidemment hem notre Italien préféré, Fabrizio Romano, hein, qui a quelques exclus, j'imagine, à nous donner, même si on a déjà vu des infos mercato. Alors concernant le Real Madrid, hein, on avait parlé de Dumfries, Ibrahima Konaté, José Mourinho. Marco Cucurella en passe de signer au Real Madrid, pardon, et de quitter Chelsea. On savait que Mourinho cherchait un espèce de latéral gauche qui pouvait jouer dans des défenses, en défense centrale aussi. Donc on va en parler. Tu as parlé du mercato des entraîneurs, bah, évidemment. Alors là, c'était un article concernant le Real aussi, mais avec Aurélien Tchouaméni et Fede Valverde. Il n'y a pas de problème avec Fede Valverde, assure Aurélien Tchouaméni. Donc voilà, on va voir ce qu'a dit Tchouaméni par rapport à son coéquipier, mais on n'en parlera pas plus que ça. Par contre, concernant le mercato des entraîneurs, alors on en a déjà parlé, je ne sais pas quel entraîneur en particulier dont tu souhaites discuter, pardon. Mais on en parlera. Malo Gusto qui attire un rival anglais et l'Inter Milan, donc potentiellement Malo Gusto qui pourrait quitter, Chelsea et on verra chez qui il pourrait, atterrir ou rester ça tout simplement. Le rival anglais, ça serait, Manchester City, vu que le nouveau coach va être Enzo Maresca. Voilà, Enzo Maresca qui a déjà coaché Malo Gusto et qui aimait bien, potentiellement le joueur. Voilà et après, Ruben Amorim qui devrait être le nouveau coach de l'AC Milan pour prendre la succession d'Allegri. Donc là aussi, on va en discuter, hein, après son départ, en fanfare, hein, du côté de Manchester United, hein. Ruben Amorim, va rebondir en Italie.
Je vois qu'on est une centaine déjà sur le live TikTok, donc merci à tous d'être présents, ça fait extrêmement plaisir, hein. Bienvenue à tous, sur le live, hein. J'ai vu qu'il y a pas mal de il y a pas mal de questions déjà et on en parlera. Hem et après petit point mercato, voilà, pour l'OGC Nice, vous savez qu'on est supporter de l'OGC Nice, sur ce live et donc un accord entre Feyenoord et Charles Van Hout, peut-être qu'on en parlera si on a des amis, niçois. Voilà pour le sommaire. Alors, on va faire un petit reboot sur déjà tous les gens qui nous ont rejoints. Bienvenue à tous. Est-ce qu'il y a des commentaires que j'ai ratés? Déjà, merci à tous ceux qui se sont abonnés. Je viens de voir hein, sur TikTok. Bienvenue dans la communauté Hattrick. J'essaie de retrouver vos noms. Alors, Corsica One, ça va être chaud, d'accord. Euh, alors, le Maroc-Brésil, on en parlera juste après. Mercredi, du coup, pour l'Algérie contre l'Argentine, 3 heures du mat, 17 juin. Retenez bien, je sens qu'il y a des gens qui sont déjà prêts pour parler de cette équipe algérienne. Lucas ne me rassure pas. Bah, après, Lucas Zidane, hein, c'est pas non plus la valeur sur niveau gardien. Euh, donc, euh, donc voilà. Après, il avait plutôt fait une bonne canne, je trouve. C'est vrai que c'est pas non plus un gardien top mondial. Donc, bienvenue à Romain sur le live et dans la communauté Hattrick. Tu vas parler du mercato des entraîneurs, donc je disais, on va en parler. Cucurella qui vient de la Masia, effectivement. Hein, Marc Cucurella hein, qui va rejoindre l'ennemi du Barça, le Real Madrid. Si les Algériens jouent, ils pourront ramener un bon score. Ouais. Ouais, après, ça va pas être facile. Hein. L'Algérie, c'est une équipe, je trouve, en construction. Alors, dans les matchs de préparation, ils avaient fait plutôt le travail. Hein. On va pas se mentir, mais voilà, j'attends de voir hein, de leur entrée en lice contre une grosse équipe quand même, l'Argentine, championne du monde. Donc on verra le score, hein, s'ils arrivent à arracher un match nul déjà pour cette équipe algérienne, bah, ça sera plutôt pas mal. Bienvenue à Checkneck50, si je dis pas de bêtises. Bienvenue dans la communauté Hattrick aussi, merci pour le follow. Salut à Théo qui est présent sur le live. Chelsea, c'est devenu une boîte d'intérim, moi ça fait un moment, hein, avec... bah, déjà avant Blueco, c'était déjà ça, mais alors voilà, c'est vraiment une équipe de trading, quoi. Genesio alors, Genesio pour l'instant on n'a pas de nouvelles hein, concernant l'Olympique de Marseille. Faut qu'on check aussi si les sanctions UEFA sont tombées. J'ai pas suivi. Euh, mais on en parlera de Bruno Genesio si on a le temps en fin de live. Des nouvelles de Marco Curella, c'est ce qu'on disait normalement. Marco Curella, hein, Fabrizio Romano a envoyé le Here We Go. Les infos tombent donc il devrait être prochainement un joueur du Real Madrid. Julian Alvarez au Barça, ça donne quoi? Pour l'instant, toujours pas de nouvelles concernant Julian Alvarez. Bienvenue à Idrissa Koné aussi dans la communauté Hattrick et à Gegelg 221. Bienvenue les amis, hein, n'hésitez pas à vous abonner, que ça soit sur TikTok, mais on est aussi en live, vous le voyez, sur Twitch, hein, HattrickFR1 ou HattrickFR, vous tapez, normalement vous pouvez trouver, hein, c'est le même petit logo vert. N'hésitez pas à venir nous follow, hein, le follow c'est gratuit sur Twitch. Donc les amis, n'hésitez pas, évidemment. Ou sinon, vous pouvez toujours vous abonner, hein, ça ferait extrêmement plaisir. Aussi sur la chaîne YouTube, évidemment, à Trick FR. Vous pouvez voir les rediffusions de nos derniers lives. Hein. On va commencer à faire pas mal de vidéos sur la Coupe du Monde. Je l'espère hein, qu'on arrivera à en sortir pas mal. Les plateformes de podcast aussi pour nous écouter. Si vous êtes dans les transports en commun, si vous préférez nous écouter, vous pouvez aller sur les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer et Amazon Music. Et après, vous avez tout ce qui est réseaux sociaux, évidemment. Donc, vous êtes sur TikTok, mais il y a aussi Instagram, Facebook, Snapchat, Thread et X, évidemment, pour être tenu au courant des lives. Donc voilà, merci aussi à Corsica Corse hein, pour le follow. Bienvenue dans la communauté Hattrick à toi aussi. Quels sont les matchs que tu as apprécié regarder durant la Coupe du Monde? Alors pour l'instant, déjà ce week-end, j'ai pas eu forcément le temps de regarder énormément de matchs non plus. J'avoue que le match d'ouverture Mexique-Afrique du Sud, bon, c'est pas ce qui m'a fait kiffer le plus. Euh, Corée du Sud, République tchèque, j'ai pas vu. Canada, Bosnie-Herzégovine, j'ai vu que les résumés, je vous avoue, les amis. Euh, États-Unis, Paraguay, Qatar, Suisse, tout ça, là.
Franchement, je préfère juste mater les résumés, hein, me concentrer sur de vrais matchs. Brésil-Maroc, c'était plutôt pas mal. Quand même, hein, un vrai match entre deux équipes. Même si le Brésil, hein, assez déçu, déjà que je les sentais pas trop, cette équipe brésilienne, je suis assez déçu, hein, c'est pas très très bon quand même. Euh, donc voilà, le Maroc qui m'a fait plutôt forte impression. Honnêtement, je voyais quand même une victoire du Brésil par rapport au Maroc, mais le Maroc qui a fait forte impression, même malgré les blessés qu'ils ont eu juste avant cette Coupe du Monde. Toutes les histoires qu'ils ont eues précédemment. Mais voilà, plutôt pas mal cette équipe marocaine, hein, avec des joueurs très très solides. Voilà, la surprise quand même, Australie-Turquie, même si là aussi j'ai vu que le résumé, l'Australie, l'attaquant, alors j'ai plus le nom de l'attaquant australien là, qui met le premier but, mais qui a fait un sacré chantier contre cette équipe de Turquie. Les Turcs, hein, qui se sont regardés un peu jouer quand même, hein. Iran Kunda, je sais pas comment ça se prononce, mais qui a fait un très bon match contre la Turquie. Mais voilà, les Turcs, sur les quelques actions que j'ai vues, euh, qui se sont un peu regardés jouer, je trouve. L'Allemagne, et après, très bon match du gardien, par contre, australien pour le coup. Allemagne-Curaçao, bon, c'était plutôt logique. J'avoue que j'ai été surpris quand j'ai vu le but du Curaçao. L'égalisation même, hein, il y avait pas autant d'écart au début de match. Mais après, voilà, hein, la logique est retombée. Mais déjà qu'ils mettent un but à l'Allemagne, ça a été plutôt bon pour cette équipe du Curaçao. Et voilà, victoire 7-1 des Allemands, on le rappelle. Pays-Bas-Japon, il faudrait que je me fasse la rediffusion. J'ai vu le résumé, on va en parler tactiquement de comment ça s'est passé. Donc ça va être, mais ça devait être, plutôt un bon match, hein. Je vais essayer de mater la rediffusion, cet après-midi, avant, Espagne-Cap-Vert et Belgique-Égypte. La Côte d'Ivoire surprise, moi je voyais bien l'Équateur, hein, plutôt, sur ce match aussi. Qu'est-ce que je disais? Oui, l'Équateur, moi que je vois presque premier de cette poule. Là, avec cette défaite, d'entrée contre la Côte d'Ivoire, bah, j'étais assez déçu de cette équipe équatorienne, qui ont plutôt un beau maillot pour le coup, mais ça n'aide pas pour jouer au football. Victoire de la Côte d'Ivoire, Amad Diallo, hein, l'homme providentiel de cette équipe de Côte d'Ivoire, donc plutôt pas mal, hein, surprise, surprise. Ils ont battu la France en match de préparation. Ils restent sur cette super dynamique, cette équipe de Côte d'Ivoire, avec une victoire contre l'Équateur, une victoire assez référence, hein. L'Équateur, hein, 23e au classement FIFA, la Côte d'Ivoire, 33e. Donc plutôt pas mal. Et après, la Suède contre la Tunisie. Alors, je m'attendais pas à un score de 5-1. Par contre, je m'attendais clairement à une victoire de la Suède. Voilà, j'étais plus sur du 3-0, 3-1 que 5-1. Mais je m'attendais du pas. On sait que la Tunisie, ce n'est pas une très très bonne équipe pour le coup. Et donc, victoire plutôt logique, hein. Je pense qu'ils vont se faire éliminer en poule. Dommage pour nos amis tunisiens. Voilà, si on revient un peu, sur, ces matchs de la coupe du monde, je crois qu'on a parlé à peu près de tous. Si vous avez des choses à dire, des questions, des affirmations, ce que vous avez pensé des matchs, hein, n'hésitez pas, vous aussi à en parler. Parce que voilà, c'est très compliqué, très, très compliqué de suivre tous les matchs, hein. J'ai pas envie de faire une overdose de foot non plus. Surtout que ça reste des affiches assez moyennes quand même, hein. Là, depuis le début de la compétition, il y a très peu de matchs quand même qui donnent envie, hein. Regardez, voilà, Mexique avec l'Afrique du Sud, j'ai regardé parce que c'était le match d'ouverture, mais voilà, Corée-République tchèque, à la limite, Canada-Bosnie-Herzégovine, je l'aurais bien regardé, mais si c'était pas une horaire de zinzin non plus. Non, quoique c'était le soir, ça, si je dis pas de la merde. Ouais, c'était le soir. Pour le coup, je l'ai juste pas regardé ce match. Euh, mais voilà, États-Unis-Paraguay, Qatar-Suisse. Bon, Brésil-Maroc, fallait quand même jeter le coup d'œil, mais le Haïti-Écosse, hein, ceux qui étaient devant le match, bravo, félicitations à vous, les gars. Vous êtes des vrais, 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 vrais passionnés. Euh, Australie-Turquie, pareil, hein, vraiment. Allemagne-Curaçao, voilà, c'était à des bonnes horaires dimanche après-midi. On a pu regarder quand même un bout du match. Et Pays-Bas-Japon, j'avoue que j'ai pas eu le temps de le regarder, mais il faut que je me fasse la rediffusion, comme je disais. Euh, Qu'est-ce que l'on disait? Ouais, celui-là, c'était la meilleure seconde période. La rigueur du Japon, évidemment. Le Japon, hein, toujours une équipe
intéressante à suivre, hein. Lors de la précédente coupe du monde ou même avant, ils avaient fait un beau parcours. On sait qu'ils sont carrés cette équipe japonaise, hein, souvent les équipes asiatiques, hein, c'est comme ça. Très, très bonne rigueur. Ils se battent avec évidemment leurs armes, hein, c'est pas mais ils ont de plus en plus de joueurs qui jouent quand même en Europe, que l'on connaît, qui sont un peu référencés, on va dire et donc c'est toujours très, très intéressant. En plus, ça joue quand même au football. Ils m'ont choqué à ce niveau-là, un sang-froid de dingue, OK. La Côte d'Ivoire n'est pas naïf. Effectivement, la Côte d'Ivoire, hein, je m'attendais, hein, parce qu'ils n'ont pas fait non plus la plus grosse des CAN, hein, la Côte d'Ivoire, mais il y a 2-3 joueurs qui sont rentrés dans l'effectif et c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Je ne pensais pas que les Tunisiens allaient autant bégayer. Alors pour le coup, les Tunisiens, j'en étais sûr qu'ils allaient, bégayer comme ça. Franchement, l'équipe est pas ouf, quoi. Il y a deux trois joueurs intéressants, mais l'équipe est pas ouf. Ça joue pas beaucoup au ballon, hein, même s'il y a eu un changement de coach. Voilà, franchement, c'était plutôt une prédiction facile, hein, pour la Tunisie. Le problème pour moi est que même les troisièmes peuvent passer, ça enlève de l'attrait aux poules. Ouais, c'est même pas ça, hein, c'est vraiment qu'il y a beaucoup d'équipes, beaucoup de matchs, donc voilà, tu rajoutes des équipes qui sont pas forcément des équipes de haut niveau, donc ça met le niveau des matchs, au niveau des équipes, donc les poules, forcément, il y a moins de grosses équipes qui se jouent entre elles, hein, ça va être intéressant à partir peut-être des 16e, 8e, mais là, c'est vrai qu'avec ce nombre d'équipes moyennes, voire mauvaises, c'est bien pour les gens de ces pays de voir leur équipe en Coupe du Monde. Après, si vraiment on parle du niveau sportif, bon, ça n'a pas grand intérêt de les voir, hein. Donc voilà pourquoi le niveau est pas fou, hein. Voilà, hormis la France qui a une grosse poule, donc c'est plutôt pas mal pour nous, et la poule des Pays-Bas. Le reste, c'est vrai que les matchs, voilà, il y a un match intéressant dans certaines poules, mais après le reste, bon, ça fait beaucoup de matchs pour rien. Euh, Salut à Sarah qui est présente sur le live. Le Brésil-Maroc m'a fait passer une cote à 9,95. J'ai mis Vini buteur et ça finit en nul, 30 € pour moi. Eh ben écoute, tant mieux, hein, évidemment, faites attention les amis, hein. Pour ceux qui font des paris sportifs, hein, on fait évidemment attention, on parie que l'argent qu'on peut se permettre de perdre. Il me semble que c'est ça la phrase. Donc voilà, pas de bêtises non plus. Je raconte quoi? Ok, je sais pas si c'est pour moi. Bref, voilà pour les matchs de ce week-end. Pour les matchs de ce soir, on va faire notre. Alors déjà, on va sur ce petit article, hein. Pour ceux qui ont pas tout suivi, qui n'ont pas vu les buts, peut-être, bah, n'hésitez pas à les voir. Moi, je pourrais pas les diffuser, évidemment, parce que sinon, je risque de me faire strike. À la limite, venez sur Twitch pour voir mon écran. Ça sera peut-être plus fluide pour vous. Mais sur TikTok, en tout cas, je ne pourrais pas diffuser. Merci à Azid pour le follow. Bienvenue dans la communauté AdTrick. À toi aussi. Ça fait plaisir de vous voir et qu'on soit de plus en plus nombreux sur ces lives. Alors, sur notre premier article, hein, on a parlé des matchs. On va voir ce qui est dit dans cette petite revue de presse. L'Équateur frustré, le Suédois Ayari, buteur contre son pays d'origine, rince à l'honneur, ce que vous avez manqué de la nuit de dimanche à lundi à la Coupe du Monde. Vous n'avez pas pu suivre les 3 matchs de Coupe du Monde prévus cette nuit, pas de panique, nous avons veillé pour vous et nous vous proposons les temps forts des Pays-Bas. De Pays-Bas, Japon, Côte d'Ivoire, Équateur et Suède, Tunisie. C'est un article de Elio Bono pour l'équipe. Le retour au travail lundi matin vous a empêché de suivre les matchs de la Coupe du Monde de cette nuit. Pas de panique, faites chauffer votre café et installez-vous. Nous avons veillé pour vous et nous résumons ce que vous avez manqué. Pays-Bas, Japon 2-2, Côte d'Ivoire, Équateur 1-0 et Suède, Tunisie 5-1. La décla. C'était une défaite injuste. Notre équipe a bien joué, elle s'est créé les occasions les plus nettes et aurait pu remporter le match. Mais à cause d'un détail, elle repart les mains vides. C'est le sélectionneur de l'Équateur après la défaite contre la Côte d'Ivoire, Sébastien BKCC. Bechat CC, je sais pas comment ça se prononce, voilà. Un peu de un peu peut-être de mauvaise foi pour son équipe. A de quoi l'avoir mauvaise. Contre la Côte d'Ivoire, l'Équateur a touché 3 fois les montants. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de poteaux. Je viens de m'en rappeler. C'est vrai que sur les résumés, c'est vrai qu'ils ont touché 3 fois les montants.
J'en ai 2 en tête. Le troisième, je l'ai pas forcément. John Yeboah à la 24e, Alan Minda à la 30e ont trouvé la transversale en première période, avant que Moïse Caicedo ne bute sur le poteau à la 46e. Et à l'arrivée, la tri a payé cette inefficacité, puisque les éléphants ont ouvert le score par Amad Diallo à la 90e sur un contre après avoir eux aussi touché la barre par Eli Wahi. Frustrant pour les coéquipiers de William Pacho dans la reprise, dont la série d'invincibilité de 19 matchs démarrée en septembre 2024 a pris fin. L'image, Ayari célébration en 2 temps. Il y avait de quoi pavoiser dès la 7e minute. Le Suédois Yacine Ayari a permis à son équipe d'ouvrir le score face à la Tunisie. D'une belle reprise, je crois qu'il a mis 2 beaux buts. Il me semble que c'est lui qui a mis un doublé pour cette équipe suédoise. Il a mis 2 beaux buts pour le coup. Mais la Suède a plutôt fait un gros match. Et donc, le joueur de Brighton a préféré jouer la sobriété et n'a pas célébré. C'est vrai que quand j'ai vu ça, j'avais pas fait le rapprochement qu'un joueur ne célèbre pas. Alors, à la limite en club, bon, c'est les mecs qui célèbrent pas, ça va, il y a du respect pour les anciennes équipes, donc les mecs veulent pas célébrer. Je trouve pas ça fou des fois, mais bon, bref. C'est un autre débat, on s'en fiche, mais là qui célèbre pas avec la sélection, j'ai trouvé ça bizarre. La raison est simple, le joueur de 22 ans est né à Solna, dans la banlieue de Stockholm, mais d'une mère marocaine et d'un père tunisien. Il a d'ailleurs été approché par les Aigles de Carthage en 2022, mais n'avait pas donné suite et privilégié une carrière avec la Suède. Et s'il a rappelé avant la partie son attachement à la Tunisie, cela ne l'a pas empêché de réussir une prestation très complète, inscrivant même un second but encore plus beau d'une frappe limpide à 25 mètres. Donc voilà, c'est bien ce que je disais, il a mis 2 beaux buts. Cette fois, Yari n'a pas su se retenir de courir vers le poteau de corner pour célébrer ce succès net des Suédois face à des Tunisiens décevants. La stat, Nakamura, fierté champenoise, 68. Il y avait un peu de Ligue 2 lors de Pays-Bas-Japon en égalisant à la 57e minute. Keito Nakamura est devenu le premier joueur du Stade de Reims à marquer en Coupe du Monde depuis 68 ans et l'édition 1958. En Suède, 3 joueurs du club champenois, finalistes de la Ligue des Champions l'année suivante, avaient alors marqué pour la France. Juste Fontaine, Roger Piantoni et Jean Vincent. Donc voilà, il y a eu pas mal de choses, hier soir, hein, sur des matchs, pas forcément intéressants, mais voilà. La déclaration de Graham Potter, le coach de la Suède. Ensemble, ils peuvent être une vraie menace. Graham Potter élogieux sur le tandem Victor Gyökeres, Alexander Isaac. Le large succès de la Suède contre la Tunisie a mis en évidence, pardon, la complémentarité des attaquants suédois Victor Gyökeres et Alexander Isaac, mais surtout l'efficacité de tout un collectif. À Monterrey, la Suède s'est illustrée face à la Tunisie. Les joueurs de Graham Potter ont été portés offensivement par le duo Victor Gyökeres-Alexander Isaac. Individuellement, ce sont d'excellents joueurs, mais ensemble, ils peuvent être une vraie menace, analyser le sélectionneur suédois. Avant d'ajouter, je pense qu'ils reviendront encore meilleurs à mesure qu'ils joueront. Ils se complètent très bien. Le coach anglais de la sélection scandinave a réussi son match et son coaching. Le quatrième but est l'œuvre de Mathias Svanberg, 18 secondes après son entrée en jeu. Nous n'étions pas parfaits, nous savons que nous ne le serons pas. Mais au début du match, j'ai trouvé que nous avons bien contrôlé. Expliqué Potter en après-match. Un carton plein qui place la Suède en tête de son groupe. Les Suédois préparent idéalement leur rencontre de samedi contre les Pays-Bas, tenue en échec par le Japon hier soir. Et on va revenir sur ce match Pays-Bas-Japon hier soir avec un point tactique. Comment le Japon a surpris Virgil van Dijk pour égaliser de la tête contre les Pays-Bas à la Coupe du Monde. Très inférieur dans les airs pendant tout le match, les Japonais ont fini par égaliser de la tête à la dernière minute face aux Pays-Bas dimanche. Analyse d'une action inattendue. Pour ceux qui suivent le Japon depuis un moment, et même qui ont un peu connaissance de la, je sais pas comment dire, la culture au Japon, mais de la démographie, c'est vrai que les Japonais sont pas une équipe très grande. Hein, il y a très peu de grandes personnes, quoi qu'il arrive, au Japon en général. Hein. Alors, je suis pas un expert du Japon non plus, mais c'est un truc plutôt connu que le Japon n'est pas un pays avec de grandes personnes. Hem Et on le voit dans cette équipe japonaise où il y a très peu, les joueurs sont déjà physiquement, c'est pas les plus costauds non plus, mais et ce sont pas les plus grands, mais ils ont quand même réussi à aller mettre un but de la tête aux Pays-Bas qui eux, pour le coup, ont plutôt une défense, assez physique avec, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, et d'autres joueurs
Et donc, heu et donc c'est plutôt un exploit, même s'ils ont quand même pris un but, sur coup de pied enfin sur coup de pied arrêté de la tête par, le capitaine des Oranges. Salut à Prince du Béret H qui est présent sur le live. Bienvenue, à toi. Je vais me shooter au café pour regarder Algérie-Argentine. Ouais, bah, bah, je crois qu'il y a pas d'autre solution, hein, café, plutôt café les amis que les boissons énergisantes, hein, même si c'est plutôt bon, privilégiez le café, les amis. Voire le thé je crois que c'est même plus efficace des fois que le café. Donc, le foot peut être farceur alors que le Japon n'avait remporté que 25% de ses duels aériens et pas un seul dans les 20 derniers mètres, malgré un nombre de centres importants tentés. 21, que les Pays-Bas étaient largement supérieurs dans ce domaine. Il a fini par égaliser sur une tête de Daichi Kamada devant Virgil van Dijk. Le capitaine orange incarnait la domination de son équipe dans les airs et lui-même avait permis d'ouvrir le score ainsi. Mais à la 89e minute, il n'a pas pu dégager le corner frappé par Junya Ito. Et les deux équipes se sont séparées sur un score de parité ce dimanche. Revenons sur cette action. Donc pour le but, on va vous le montrer sur Twitch. Le Japon arrache l'égalisation en fin de match. Ogawa surgit de la tête sur corner à la 89e minute et remet les deux équipes à égalité. Le score est désormais de 2-2. Hem, donc juste pour que vous voyez le but. Wow, la qualité est catastrophique. On va le remettre. Voilà, donc c'est touché, hein, je crois que par un joueur hollandais, si je dis pas de bêtises, ou par un autre joueur japonais. On va voir ça juste après. Alors, Van Dijk, joueur sans marquage dans l'organisation néerlandaise. Les Pays-Bas adoptent un marquage mixte pour défendre les corners. 5 joueurs sont en zone. Van Dijk en fait partie, comme on peut le voir sur l'image ci-dessous. Le capitaine de Liverpool prend sa place légèrement au-delà du premier poteau. Pardon. Pardon les amis. Au-delà du premier poteau et de la ligne des 5 mètres 50. Sa position habituelle sur les corners sortants. Donc Virgil van Dijk, premier poteau et 5 néerlandais en zone. Combien de japonais libres? Si vous regardez de nouveau l'image ci-dessous et que vous comptez les joueurs sans considérer Memphis Depay qui défend les abords de la surface, vous obtenez 9 néerlandais et 6 japonais, puisque 5 oranges sont en zone. Il reste donc 4 défenseurs pour suivre ou gêner directement les 6 japonais. Nous les identifions ici. Donc on le voit, hein, 5 japonais quand même, enfin 4 japonais pardon qui sont marqués, voire 5, hein, il y en a juste un qui est plutôt libre, juste là. Bienvenue à NHL, merci pour le follow, bienvenue dans la communauté Hattrick, hein. Il reste donc 2 japonais libres, ceci étant dit, ce n'est pas une faute dans l'esprit du staff néerlandais qui assume cette configuration. En effet, les 5 défenseurs en zone sont censés couvrir les oppositions les plus dangereuses et dégager le ballon. Van Dijk occupe d'ailleurs la position la plus importante à défendre, logique, il est le meilleur joueur de la tête. Revenons aux japonais, si vous avez bien suivi, 2 d'entre eux sont libres de leur mouvement. Ouais, il y en a 2 qui sont libres parce que, alors je sais pas lequel il voit libre exactement, peut-être lui, bah, celui qui va mettre la tête en fait. Si vous bien notez qu'il s'agit d'Ogawa et Kamada, les 2 joueurs qui seront décisifs sur cette action. Le premier est le futur receveur, il va prendre de l'élan pour attaquer la zone entre le point de penalty et les 5,50 m. Salut à Mohamed de Krouna qui est présent sur le live. Salut, heureusement que j'ai pas vu le match de la Tunisie. 5-1, je vais câbler. Bah ouais, 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 tu peux câbler parce que vous avez pris quand même des sacrés buts de la part de la Suède, hein. Et surtout en plus d'un, d'un joueur qui est originaire enfin, donc ses parents sont originaires de la Tunisie, qui aurait pu jouer pour la Tunisie, et qui met 2 buts contre l'équipe tunisienne. Le deuxième japonais libre, Kamada, va lui aussi jouer un rôle important, celui de gêner Van Dijk pour empêcher le capitaine néerlandais d'intervenir et permettre à son partenaire de frapper le ballon de la tête. Le milieu de Crystal Palace va subtilement se placer dans la zone du géant orange, le gêner comme on le voit ci-dessous. Donc Ogawa, juste là, donc c'est celui qui va recevoir le ballon, et Kamada qui va se mettre dans la zone de Van Dijk. Ok. Et pour parfaire le récit de cette égalisation, Kamada serait même désigné buteur par la FIFA car il déviera légèrement de façon involontaire la tête de son coéquipier
Ogawa. Van Dijk, lui, est un peu juste pour le coup, car il a précisément été empêché de s'ajuster pour dégager le ballon. Une égalisation inattendue, mais travaillée. En gros, hein, défense de zone de la part pardon, des Pays-Bas. Mais les Japonais sont plutôt malins. Un joueur libre, enfin deux joueurs libres hein, qui se déplacent en tout cas, et qui fait un espèce de un écran, un bloc hein, à Virgil van Dijk qui a du mal à se placer. Et donc Ogawa peut recevoir le ballon, mettre une tête, même si c'est pas lui qui marque, vu que c'est Kamada hein, qui la touche juste derrière. Et donc Virgil van Dijk, le géant hollandais, est battu et c'est un but et une égalisation en fin de match pour le Japon. Donc honnêtement, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour les matchs de hier soir. Si vous souhaitez continuer à en parler, n'hésitez pas à poser vos questions. Sinon, on va passer au match de ce soir, donc déjà, pour le match Espagne-Cap-Vert. Alors, Espagne-Cap-Vert, l'Espagne est largement favori, hein, deuxième nation FIFA. Du coup, l'Espagne, je ne sais pas si ça a été mis à jour récemment, et le Cap-Vert est la 60e, 67e même nation FIFA. Bon, au niveau des cotes, hein, je vais pas vous le rappeler, mais l'Espagne est largement favori, hein, même avec un très très gros score. Le 4-3-3 de Luis de la Fuente. Donc, on nous propose une composition probable qui devrait ressembler à ça. Donc, sans Lamine Yamal, hein, le sélectionneur espagnol a dit qu'il ne devrait pas être présent ce soir, ni Nico Williams, hein, mais ils sont bien présents pour le reste de la compétition. Donc Unai Simon dans les cages, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí en défense centrale, à gauche Marco Kurela, à droite Llorente, au milieu de terrain Rodri, Fabian Ruiz, Pedri, un donc très très gros milieu de terrain de la part de l'Espagne, et en attaque on aurait l'attaquant de pointe Oyarzabal, et à la place de Nico Williams et Lamine Yamal pour l'instant on aurait Alex Baena et Ferran Torres. Voilà. Côté Cap-Vert, je vous avoue que les joueurs je les connais pas forcément. Même heu, ceux qui jouent dans les gros championnats comme Costa, j'avoue que ça me dit rien comme ça. Et Lopez Cabral non plus, le joueur de Benfica. Après, il y a des joueurs qui jouent aux États-Unis, d'autres qui jouent, ça c'est Guimarães, je crois, pour Arcanjo. Voilà, une équipe un peu répartie, donc je connais pas beaucoup cette équipe du Cap-Vert. Mais l'Espagne est clairement favori pour ce match. On le rappelle, hein, la poule de l'Espagne, Espagne, Uruguay, Cap-Vert, Arabie Saoudite, hein, donc les Espagnols sont largement favoris pour cette poule. Pour le deuxième, normalement, ça devrait être l'Uruguay. On aura un article sur l'Uruguay juste après. Donc on va en parler. Voilà. Alors, un joueur qui va pas jouer, mais qui fait évidemment l'actualité, hein, l'une des stars de ce mondial, c'est Lamine Yamal. C'est sa Coupe du Monde. Lamine Yamal est très attendu avec l'Espagne. C'est un article de Anna Caro pour Flash Score. Bienvenue à Castle Ford Wap pour merci pour le follow, pardon. Et bienvenue dans la communauté Hat-Trick. Ça fait de plus en plus plaisir, hein. Déjà une dizaine de personnes qui se sont abonnées aujourd'hui. Donc bienvenue à tous. N'hésitez pas, hein, on est aussi sur Twitch, hein, si vous souhaitez venir nous follow sur Twitch. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Meilleur joueur de Liga, champion d'Europe en titre et auteur d'une saison à 24 buts, Lamine Yamal est à 18 ans, à peine le cœur battant de la sélection espagnole. Malgré une blessure qui devrait le priver d'une place de titulaire pour l'entrée en liste de la Roja à Atlanta, le crack barcelonais focalise toutes les attentions parce que ce mondial de l'aveu même de la fédération est le sien. Il arrive en boitant mais tout le monde l'attend debout. Lamine Yamal, 18 ans, aborde son tout premier mondial dans une situation paradoxale, celle d'un joueur blessé dont on parle davantage que n'importe quel autre. Depuis qu'il s'est déchiré un ischio-jambier le 22 avril face au Celta de Vigo, soit son dernier match de la saison avec le Barça. La sélection espagnole navigue entre gestion médicale et impatience collective. Hater44, directeur technique de la RFEF, a choisi ces mots avec soin pour résumer la situation. C'est son mondial, a-t-il lâché en marge d'une visite du camp de base à la Baylor School de Chattanooga dans le Tennessee en début de semaine. Une phrase qui dit tout sur le statut du jeune joueur au sein de la Roja. Hey, salut, c'est quoi tes pronos aujourd'hui? Alors mes pronos pour aujourd'hui, hein, donc on l'a dit, Espagne favori contre le Cap-Vert, donc victoire de l'Espagne, victoire de la Belgique contre l'Égypte, j'y crois.
Et après, pour les matchs de la nuit, Arabie Saoudite, Uruguay. Je vois bien un match nul, pour le coup, ou une victoire de l'Uruguay, mais peut-être un match nul entre les Saoudiens et l'Uruguay. Et après, Iran, Nouvelle-Zélande. Donc, alors là, je saurais pas quoi vous dire. Là aussi, peut-être un match nul entre ces deux équipes. Voilà pour mes pronos, on aura le temps. On va juste en reparler hein, de la Belgique évidemment après, et de l'Uruguay aussi, hein. Après, Iran, Nouvelle-Zélande, tranquille. Euh, Une gestion au millimètre pour la Yamal. La collaboration entre le staff espagnol et le service médical du FC Barcelone illustre à quel point le cas Yamal est traité comme une affaire d'État. Nous avons consulté le service médical du Barça, nous avons évolué et nous évaluons, pardon, euh, tous ensemble quel est le meilleur moment à préciser 40K. Luis de la Fuente lui a tenu à rassurer sans promettre l'impossible en conférence de presse ce dimanche, avant l'entrée en lice de l'Espagne face au Cap-Vert. La meilleure nouvelle, c'est que Lamine est en parfaite condition. Il s'entraîne bien, mais Lamine, Nico et Victor ne sont pas prêts à démarrer ni à avoir une charge importante de minutes. Avant d'ajouter, il est disponible même s'il ne débutera pas le match. Nous verrons comment celui-ci se déroule. Il est prêt à jouer demain sans aucun problème, pas pour 90 minutes, mais pour entrer en jeu à un moment donné. Il est en parfaite condition pour disputer quelques minutes. Si ce n'était pas le cas, il serait même pas sur le banc. La blessure avait pourtant fait peur, nous étions très inquiets car cela aurait pu éloigner des terrains, ça aurait pu l'éloigner des terrains pendant un mois et demi. Heureusement, sa récupération a été exceptionnelle et les délais ont été réduits. Nous sommes très heureux de le voir progresser chaque jour et confiants pour son retour, a confié le sélectionneur en revenant sur cette blessure aux ischio contractée fin avril. Tu penses Espagne plus ou moins même que Allemagne-Curaçao? Euh, alors là, je pense moins. Allez, je pense moins et après le score. Je saurais pas dire, peut-être un 4-0, 4-0 Espagne. Ça reste moins qu'un 7-1. Euh, Sur ce point, ses coéquipiers se montrent rassurants. Il récupère à 100%, a affirmé le latéral de Tottenham Pedro Porro. Le capitaine Rodri a apporté une nuance importante pour calmer les inquiétudes. Nico a eu des blessures récurrentes durant cette saison. Lamine, lui, va parfaitement bien. Et d'ajouter une anecdote révélatrice sur l'état d'esprit du joueur. L'autre jour, il m'a dit que je ne vais pas au repas, je dois me préparer pour le mondial. Je ne sais pas s'il disait ça comme une blague ou pas, mais il n'est pas allé au repas, il est concentré. Une saison de référence. Si l'attente est aussi forte, c'est parce que la saison 2025-2026 de Lamine Yamal a été tout simplement remarquable. En 45 matchs, toutes compétitions confondues, il a inscrit 24 buts et délivré 17 passes décisives, remportant la Liga et la Supercoupe d'Espagne. Il a également été désigné meilleur joueur de la saison en Liga, un bilan XXL pour un joueur qui, rappelons-le, n'a fêté ses 18 ans qu'en juillet 2025. Son palmarès en sélection n'est pas en reste avec cette même Coupe du Monde. Il comptait déjà 25 sélections avec l'Espagne pour sa première participation à une compétition internationale majeure. L'Euro 2024, il avait été sacré champion d'Europe au lendemain de son 17e anniversaire. Terminant meilleur jeune joueur de l'épreuve après avoir inscrit le but de la demi-finale contre la France. Un très beau but, hein, pour ceux qui se souviennent. Sacré enroulé. Le joueur le plus important, au-delà des chiffres, c'est l'aura qu'il dégage dans le groupe qui frappe. Pedro Porro résume l'état d'esprit collectif. C'est notre joueur le plus important et il faut s'adapter et rester concentré. Luis de la Fuente, lui, décrit un personnage aussi talentueux que désarmant. C'est un garçon très normal, voire humble. Il est très drôle et fait des blagues même aux plus anciens. À l'époque de l'Euro, il en faisait à Carvajal, Jesus Navas, Morata. C'est une personne très active qui forme un duo avec Nico Williams, très marrant, a-t-il confié à Catalunya Radio. 40K va encore plus loin sur la dimension historique du joueur, avec cette fraîcheur et cette joie qu'il transmet sur le terrain. Il possède cette joie innée en dehors du terrain. Il fait preuve d'une fraîcheur et d'une qualité qui lui permettront de marquer son époque. L'entourage proche du joueur, lui, ne laisse planer aucun doute. Il arrive en pleine forme à la Coupe du Monde, ne vous inquiétez pas pour lui, écrivait sa compagne Inès Garcia sur Instagram, en légende d'une photo où l'on voit Lamine Yamal allongé dans sa chambre d'hôtel, masque facial sur le visage. L'Espagne débute son mondial le lundi contre le Cap-Vert à Atlanta. Lamine Yamal ne devrait pas être titulaire, mais tout le monde l'attendra quand même. Donc voilà, des nouvelles plutôt rassurantes, hein. S'il ne joue pas contre le Cap-Vert, je pense que l'Espagne s'en sortira quand même. Et après, on attendra évidemment cette équipe espagnole lors de leur prochain match. Et le prochain match de l'Espagne, ça sera, je crois que ça sera contre l'Arabie Saoudite. Ça sera le 21 à 18h. Donc le 21, c'est dimanche, hein.
dimanche à 18 h contre l'Arabie Saoudite pour le deuxième match de l'Espagne. Déjà, on verra celui de ce soir. Pop, 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 pop. On peut continuer. Alors, on va continuer. Alors, je voulais parler de la Belgique, mais on va peut-être plutôt parler de l'Uruguay, vu que c'est la même poule. Sans Cavani ni Suarez, l'Uruguay est moins favori, mais vit sous l'aura de Marcelo Bielsa. Alors, pour ce match de l'Uruguay, pardon, que je me remette sur le match, sur le match. Arabie Saoudite, Uruguay, donc c'est ce soir à minuit. Au niveau des codes, je le rappelle, les amis, faites extrêmement attention aux paris sportifs, hein. On ne met que l'argent qu'on peut se permettre de perdre. On ne met pas le PEL ou les clés de la maison ou les études des enfants dans les paris sportifs. Mais les cotes nous aident toujours à voir un peu si un favori se dégage de ces matchs. Et là, on voit que l'Uruguay est largement favori avec une cote à 1,46, pardon. 1,46, 1,40, donc c'est plutôt pas mal. Mais l'Arabie Saoudite a une cote de. On voit 6,75 sur certains sites, mais sinon c'est plutôt du 7, voire du 8. Donc les Uruguayens sont plutôt favoris. Après, vu l'équipe qu'ils ont, c'est plutôt logique, hein. Hormis Saoud Abdelhamid qui joue du côté de, euh, de Lens, pardon, pour Abdelhamid. Tout le reste joue au pays, donc dans le championnat, la Saudi Pro League évidemment, qui n'est pas un championnat très relevé. On le suit simplement parce qu'il y a pas mal de joueurs européens qui jouent là-bas, mais sinon, le niveau est pas flamboyant. Merci à Yul pour le follow aussi. Bienvenue dans la communauté Hattrick. Bienvenue, bienvenue. Si vous avez des questions, des affirmations, peu importe ce que vous souhaitez dire sur ce live, n'hésitez pas, les amis, je le répète. Donc voilà, après, pour les joueurs d'Arabie Saoudite, à part Abdulhamid, j'avoue que je connais pas grand monde. Aldawasari, qui joue du côté de Al Hilal, aux côtés de Karim Benzema. Ça me dit quelque chose. Après, voilà, on les voit, hein. Ça joue à Al Hilal, Al Nasser, Al Qadsiya, si j'ai pas de bêtises. Donc voilà pour cette équipe d'Arabie Saoudite. Pour cette équipe de l'Uruguay, là, déjà, on voit un peu plus de joueurs. Donc, déjà, le coach, hein, pardon, le coach, le gardien, Muslera, hein, ça fait. Alors, je crois qu'il a sa quatrième, enfin cinquième, je crois, cinquième Coupe du Monde. Ça y est, il commence à se faire âgé, le bon vieux Muslera, mais qui est toujours présent dans les buts de l'Uruguay. Des joueurs que l'on connaît aussi. Varela, il me semble qu'il est passé par Manchester United, Guillermo Varela, le joueur de Flamengo. Voilà, il a joué du côté de Manchester United, après il a fait Francfort, Penarol, Copenhague, Moscou, et il est désormais à Flamengo. Quels sont les joueurs aussi qu'on peut noter dans cette équipe d'Uruguay? Alors la défense pour le coup, Cáceres, Sébastien Cáceres. Alors, je ne connais pas. Mais voilà, au milieu de terrain, Betancourt, Ugarte, joueur de Manchester United, Betancourt à Tottenham. Fede Valverde, évidemment, alors il me semble qu'il est capitaine dans cette équipe. Le joueur du Real Madrid. On en reparlera juste après, hein, concernant Aurélien Tchouaméni et Fede Valverde. Euh, donc voilà, un peu le joueur majeur de cette équipe, hein, peut-être le meilleur joueur de cette sélection aussi. Darwin Núñez devant, hein, passé par Liverpool, ça n'a pas été un grand succès. Et là, désormais, du côté de l'Arabie Saoudite, Darwin Núñez, pas joué beaucoup, hein, non plus, hein. Waouh, il a vraiment pas joué beaucoup pour le coup. Euh, donc voilà, des joueurs intéressants. Et évidemment, la personne qui fait parler dans cette sélection uruguayenne, c'est pas Ronald Araujo, le défenseur du Barça, mais plutôt le coach Marcelo Bielsa. Donc sans Cavani ni Suarez, l'Uruguay est moins favori, mais vit sous l'aura de Marcelo Bielsa. Un article de Antonio Mosquera pour Flashcore. Même si le capitaine et principal leader sur le terrain est Federico Valverde, l'entraîneur natif de Rosario est la figure la plus emblématique de la Céleste qui mettra à l'épreuve ses ambitions face à l'Espagne, présente à ce rendez-vous nord-américain en tant que championne d'Europe et grande favorite. Et il doit composer avec le problème Araujo. On le rappelle, hein, Marcelo Bielsa, un coach argentin, hein, pas forcément uruguayen. À 70 ans, il reste encore du temps
pour trouver de grandes motivations, surtout lorsqu'une Coupe du Monde est en jeu. Participer à ce rendez-vous nord-américain en tant que sélectionneur de l'Uruguay représente un moment unique dans la carrière de Marcelo Bielsa. Un érudit du football qui revient au championnat du monde 24 ans après sa première et unique apparition avec une Argentine qui en 2002 faisait figure de favorite en Corée et au Japon, mais avait été éliminée à la surprise générale dès la phase de groupe. Cette fois-ci, cependant, en plus d'un quart de siècle écoulé, les conditions sont totalement opposées. L'entraîneur Rosarino n'est plus au sommet de sa carrière ni à la tête d'une des meilleures sélections du monde, comme si c'était le cas au début des années 2000. Choisi par l'acclamation populaire fin 1998 alors qu'il dirigeait l'Espagnol, le coach qui avait mené les Newell's Old Boys à la gloire avait suscité un immense espoir dans tout son pays. Mais après une phase de qualification dominée avec un beau football, la bulle de bonheur a éclaté. Aucun dualisme. À l'époque, beaucoup ont reproché à l'entraîneur ses choix, comme celui de changer un gardien juste avant le début du mondial et d'aligner Ariel Ortega comme ailier droit avec un 3-4-3 où le burrito c'était son surnom, n'a pas pu exprimer tout son potentiel en tant que meneur de jeu. Mais surtout, ce tournoi reste dans la mémoire collective argentine comme celui où le palmarès de Gabriel Omar Batistuta, déjà sur le déclin, a pesé dans la décision de Bielsa, qui a presque toujours préféré son ancien protégé de Newell's à un Hernan Crespo qui est resté sur plusieurs saisons consécutives à marquer des buts en série en Italie. Dans un tournoi qui s'apprête à débuter en revanche, le technicien de 70 ans n'aura pas à gérer deux attaquants de poids puisqu'il a même décidé de se passer de deux idoles récentes de la Céleste. Edinson Cavani et Luis Suarez sont restés à la maison après avoir disputé les 4 dernières éditions du Mondial. Si l'ancien de Naples était déjà absent de la sélection depuis un certain temps, l'attaquant de l'Inter Miami avait clairement exprimé son rêve d'y participer, mais ce souhait ne lui a pas été accordé. L'absence de Luis Suarez s'explique aussi par un différend avec le gourou de Rosario, un homme qui n'a jamais eu sa langue dans sa poche, pas même face à Claudio Lotito, avec qui il avait pratiquement signé un accord à l'été 2016. Ainsi, la grande star de l'Uruguay se retrouve sur le banc, même si le capitaine Fede Valverde reste le joueur le plus solide et décisif sur la pelouse. Inconnu. La Céleste qui débarquera aux États-Unis pour tenter de se qualifier le fera sans faire de bruit. Aucun match amical n'a été programmé pour le mondial. Avant le mondial, comme l'a confirmé Bielsa lui-même pour des raisons logistiques et de calendrier, les rencontres initialement prévues en Uruguay n'ont pas eu lieu, comme l'a reconnu le sélectionneur lors d'une de ses longues conférences de presse. Appelé par la fédération uruguayenne pour succéder à une autre légende du football mondial, Oscar Washington Tabarez, Bielsa a redonné de l'espoir à une sélection au statut historique, mais qui n'a plus remporté de titre depuis 15 ans, c'est-à-dire depuis la Copa América en Argentine. Placée dans un groupe avec l'Espagne, l'une des favorites, le Cap-Vert et l'Arabie Saoudite, la Céleste a l'obligation morale de sortir de la phase de groupe. Ensuite, il faudra tenter de créer la surprise. Alors, qu'est-ce que nous est dit? Alors, c'est un tweet qui est affiché. Attention au bazar qu'il y a en Uruguay à cause de la blessure de Ronald Araujo survenue lors d'un entraînement exigeant du Loco Bielsa pré-mondial. Le joueur est arrivé avec un œdème au mollet. Barcelone a recommandé qu'il suive une semaine de travail différenciée pour évoluer de manière progressive, mais on a commencé à l'exiger dès le jour 2. Il a fait des exercices en double horaire qui ont fini par lui causer une légère rupture de fibre et il est parti en Espagne pour subir un traitement urgent avec des spécialistes de son choix, avalisés par l'Uruguay. Aujourd'hui, la sélection a informé ce qui s'est passé et Michael, frère d'Araujo, a publié une story contre Bielsa. Merci de blesser les joueurs à quelques jours de la Coupe du Monde. Il y a des chances qu'il rate le match d'ouverture contre l'Arabie Saoudite dans une semaine. D'accord. Ok, donc c'est un peu tendu quand même hein, avec la sélection argentine. On sait que Marcelo Bielsa, c'est pas le coach le plus tendre du football. Hein. Doute et rumeurs, il existe aussi la possibilité de croiser justement l'Argentine en huitième de finale, ce qui constituerait un duel très émouvant pour Bielsa qui a déjà connu ce sentiment de nostalgie. Lorsqu'il dirigeait le Chili, le Rosarino avait perdu 2-0 au Monumental et gagné 1-0 à Santiago comme sélectionneur de l'Uruguay. Il a conquis la Bombonera en 2023 et s'est incliné à Montevideo lors du dernier affrontement de l'an passé. Ainsi, un éventuel cinquième affrontement contre la sélection de son pays serait le premier dans un match à élimination directe, un duel de Coupe du Monde. Pour l'instant, toutefois, Bielsa doit composer avec la possible absence de Ronald Araujo, qui est rentré en Espagne pour se soigner avec une blessure dont le Rosarino a été directement tenu responsable par le frère du défenseur du Barça. Pour son troisième mondial après ceux disputés avec l'Argentine et le Chili, un révolutionnaire très apprécié à Bilbao, Marseille et Leeds, des lieux très différents,
part à la recherche de sa dernière aventure comme protagoniste. Donc voilà pour Marcelo Bielsa et la sélection uruguayenne. On verra ce que ça va donner. Euh, Ça sent pas très bon non plus quand même pour les Uruguayens. Mais normalement, ils devraient pouvoir sortir des poules en tant que deuxième de ce championnat. Alors, qu'est-ce que je voulais voir? Donc oui, on verra, hein, mais la... Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, l'Uruguay est quand même plutôt favori pour cette Coupe du Monde. Hum, 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 hum. Qu'est-ce que c'est cette connerie? Ok. Alors désolé, j'ai mis un petit effet de con. Je vais l'enlever de suite parce que ça ressemble vraiment à rien. Euh, Ok, 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 ok. Poup, 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 voilà. On mettra peut-être en fin de live, hein. Salut, t'en penses quoi de Espagne-Cap-Vert? Mais c'est ce qu'on disait. On disait que l'Espagne était largement favorite dans cette poule et contre cette équipe du Cap-Vert, même sans Lamine Yamal et même sans Lamine Yamal et Nico Williams. euh, l'Espagne est largement favorite. On continue sur les matchs de ce soir. On va parler plutôt de la Belgique qui fait partie d'une autre poule, évidemment. Euh, on va parler d'une autre poule, d'une autre poule. Tac, 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 tac. 25 minutes. Wow. Qui promet le Community Fest. D'accord, ok. Bon, c'est un peu de la merde. Euh, Désolé, un Community Fest de TikTok. On s'en tamponne le coquillard. Désolé, je vais enlever ça. Hop là. Ok, on peut reprendre tranquillement notre live. Donc on disait pour les matchs de ce soir, et donc on parlait de l'Espagne, l'Espagne c'est bon. On va parler de la Belgique, Belgique-Égypte. Donc déjà pour faire un point sur ce match, la poule de la Belgique et de l'Égypte, on rappelle, il y a l'Iran et la Nouvelle-Zélande, donc une poule plutôt facile pour les deux équipes, hein. L'Iran et la Nouvelle-Zélande, c'est pas deux grandes nations de football. Donc pour cette équipe de Belgique. Alors déjà sur les cotes de ce match, on le rappelle les amis, vous faites attention, mais on voit que, alors plutôt étonnant, mais la Belgique est plutôt largement favori là aussi, 1,60 de cotes, 6 pour l'Égypte, quasiment, 6, 5,80 en tout cas. Donc la Belgique est plutôt favorite. Moi aussi je les mets favoris pour ce match, hein. Je pense que l'Égypte va les battre, peut-être sur un 2-1, 2-1, 2-0, quelque chose comme ça. Ça va être intéressant. La composition probable de cette équipe de Belgique avec Thibaut Courtois dans les cages. En défense, on pourrait voir Arthur Théat et Nathan Ngoy. À droite, Thomas Meunier. À gauche, Castagne dans un 4-2-3-1 évidemment. Avec Tillmans au milieu de terrain aux côtés de Onana. Un Tillmans capitaine potentiellement de cette sélection belge. Kevin De Bruyne sera titulaire normalement, hein, le métronome de cette Belgique, avec Jérémy Doku, le dribbleur fou, et De Ketelaere, lui qui est plutôt utilisé en tant que 10 faux 9 du côté de l'Atalanta, là il devrait être en pointe avec Leandro Trossard à droite. Donc plutôt intéressant quand même cette équipe, on le voit, une grosse attaque, un milieu de terrain assez solide et une défense, alors c'est peut-être la défense qui peut pêcher, mais avec un Courtois qui est dans les buts, c'est plutôt bon. En face, cette équipe d'Égypte avec la doublette Mohamed Salah, Marmouche, hein. Alors Mohamed Salah qui aurait plutôt le côté droit et Marmouche la pointe. Le jeune espoir aussi, Achour, très très intéressant lors de la CAN, très aigué, hein, là on connaît.
On connaît l'Égypte, hein, se, base sur pas mal de joueurs qui jouent directement en Égypte, hein, dans le championnat égyptien. On voit Lachine Atia au milieu de terrain. Alors Abdelmomen qui a pas joué de la saison avec l'OGC Nice, là qui est dispo pour sa sélection. On voit Ibrahim aussi à côté de lui, Fatou à gauche, Ani à droite et El Shanaoui, le gardien égyptien qui est toujours là, hein. C'est un 88, donc 37 ans, il me semblait qu'il était plus vieux. Voilà, Mohamed El Shanaoui, présent dans les buts belges. Donc je disais, moi, pour moi, cette équipe de favoris, cette équipe de Belgique est favorite contre les Égyptiens. On va voir pourquoi. C'est un peu dit dans un article avec entre un renouvellement de génération et des anciens, ben, ça donne plutôt une équipe cohérente pour cette sélection emmenée par le coach français Rudy Garcia. Alors c'est un article de Anna Caro pour Flashcore. Entre légendes et renouveau, la Belgique a tout d'un outsider. Bienvenue à Scott le Humble sur le live et dans la communauté Hattrick. Merci pour le follow, ça fait extrêmement plaisir. Alors, concernant cette Belgique, c'est l'histoire d'un rendez-vous manqué que la Belgique veut enfin honorer. Pour ceux qui ressemblent au dernier mondial de ses cadres historiques, la sélection belge, désormais guidée par Rudy Garcia, doit bousculer ses habitudes. Entre incertitude physique et vagues de fraîcheur, les Diables Rouges font face à leur destin. La transition générationnelle de la sélection belge, longtemps repoussée, ne peut plus attendre. C'est le grand défi de Rudy Garcia, nommé en janvier 2025 après le fiasco Tedesco. Faire cohabiter une colonne vertébrale solide incarnée par Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku. Alors Romelu Lukaku, je crois qu'il a joué 60 minutes au total dans la saison, donc pas sûr qu'il soit titulaire, même si c'est une légende de la sélection belge. Hein. Clairement, c'est le meilleur buteur de l'histoire de la Belgique. Et, euh, et donc, euh, et donc, voilà, mais il ne devrait pas forcément jouer, pas sûr qu'il soit forcément en forme physique, ce bon vieux Romelu. Donc la colonne, Courtois, De Bruyne, Lukaku, avec des forces montantes d'un groupe qui a démontré durant les qualifications l'une des meilleures attaques, tout groupe confondu. Elle se frotte aujourd'hui aux meilleures équipes mondiales avec de l'ambition. Les gardiens du temple, Thibaut Courtois disputera sa quatrième Coupe du Monde comme Kevin De Bruyne, Alex Witsel ou encore Romelu Lukaku. 4 mondiaux, 4 fois le poids d'une génération sur les épaules. Pour De Bruyne désormais à Naples et Courtois toujours pilier du Real Madrid, ce mondial nord-américain ressemble à un barreau d'honneur, une dernière chance de transformer le talent collectif le plus gâché de la dernière décennie en quelque chose de concret. Lukaku, lui, arrive dans un état physique préoccupant. L'attaquant de Naples ne compte que 69 minutes de jeu depuis le début de l'année. Romelu est guéri, mais il est hors de forme. Je ne suis pas sûr qu'il pourra débuter les matchs, a reconnu Garcia en conférence de presse. Avant d'ajouter, nous avons 5 semaines pour le remettre à niveau. Un pari risqué, mais Garcia a choisi l'expérience, la présence dans le vestiaire, la capacité à faire basculer un match sur un seul geste. On vient de loin avec lui, mais il n'y a qu'un seul Romelu sur la planète, a-t-il conclu. Bon, après, c'est de la com, hein, parce que Lukaku, c'est pas non plus le joueur qui. Alors, c'est un très bon attaquant, un très bon buteur, hein, mais il n'est pas forcément, c'est pas forcément le joueur hein, qui est totalement décisif tout le temps. Il a beaucoup, beaucoup de ratés quand même dans des matchs importants. Merci à Will aussi, bienvenue dans la communauté Hattrick, merci pour le follow. Je le rappelle, si vous avez des questions, des affirmations, n'hésitez pas à, venir en parler sur les chats Twitch ou TikTok. Alex Scott ou Baleba? Oh, une question sortie de nulle part. Mais je serais plutôt euh, sur Baleba si je devais choisir. Après, Alex Scott, c'est plutôt un bon joueur. Alex Scott, c'est le défenseur de Bournemouth, si je dis pas de bêtises, c'est ça? T'en poses des questions qui n'ont totalement rien à voir. West Ham. Non, Bournemouth, c'est ça? Ouais, milieu de terrain de Bournemouth. J'ai dit quoi? J'ai dit défenseur, il est sur la tablette de Man U. Ouais, j'ai vu qu'il était sur les tablettes de pas mal de clubs aussi, Alex Scott. Bon, après, si je devais choisir, j'ai dit Baleba. Ouais, je resterai sur Baleba parce que c'est peut-être le joueur que je connais un peu plus. J'avoue que Alex Scott, malgré la bonne saison de Bournemouth, j'ai pas forcément suivi, donc pour l'instant, je resterai sur Baleba. Faudrait que je me penche un peu plus sur le joueur, j'avoue. Salut, bienvenue à Slim qui est présent sur le live.
On reprend notre article sur la Belgique quand même. La prise de pouvoir de la jeunesse. J'ai cru comprendre que Brighton demandait toujours plus de 100 millions d'euros pour Baleba. Bah, ils vendront jamais, quoi. 100 millions pour Baleba, ça me paraît plutôt énorme, hein. Je pense qu'ils ils les auront jamais. Euh, La prise de pouvoir de la jeunesse. Le symbole de la transition a un nom. Un brassard est désormais un trophée européen. Yuri Tillmans, nommé capitaine par Rudy Garcia en septembre 2025, le milieu de terrain de 29 ans est un habitué de la sélection depuis une décennie. Mais c'est ce printemps qu'il a vraiment pris une autre dimension. Le 20 mai à Istanbul, il ouvre le score d'une volée sublime pour offrir à Aston Villa la Ligue Europa face à Fribourg. Premier titre continental majeur du club depuis 1982, un geste de leader dans le moment qui compte. C'est exactement ce que la Belgique lui demande pour cet été. Autour de lui, les flèches offensives sont là pour faire peur. Jérémy Doku, ailier de Manchester City, capable de dribbler n'importe qui dans n'importe quel couloir. Charles de Kettler, dont la créativité à l'Atalanta a confirmé qu'il pouvait peser au plus haut niveau. Ce sont eux, avec Tillmans, qui incarnent le présent et l'avenir des Diables Rouges, selon Rudy Garcia, qu'ils a érigé donc en cadre de ses qualifications. Les choix qui font parler. Parmi les décisions fortes de Garcia, de noms cristallisent l'attention. Mathias Fernandez Pardo a définitivement choisi la nationalité sportive belge le 12 mai 2026, 3 jours seulement avant l'annonce de la liste. L'attaquant de Lille, jeune et audacieux, incarne ce sang neuf que Garcia veut insuffler à l'attaque belge. Un choix qui compense l'absence remarquée de Luis Openda, mis de côté après une saison décevante à la Juventus. L'autre surprise vient au poste de gardien. Pardon. Garcia a retenu Mike Penders, 20 ans, comme troisième gardien au détriment de Matt Seltz, pourtant titulaire lors des éliminatoires. Né en 2005, évoluant à Strasbourg en Ligue 1, Penders n'avait rejoint le groupe des Diables Rouges qu'en novembre 2025 pour suppléer Courtois à l'entraînement. Le voilà propulsé à un mondial. Garcia veut reconstruire sur plusieurs années. Le groupe G est l'heure de vérité. La Belgique affronte l'Égypte le 15 juin à Seattle, l'Iran le 21 juin à Los Angeles, puis la Nouvelle-Zélande le 27 juin à Vancouver. Sur le papier, un groupe accessible, mais les Diables Rouges ont l'art de compliquer les choses qui semblent simples. Au Qatar, en 2022, ils n'avaient pas franchi le premier tour. La question qui se pose n'est pas seulement tactique, elle est presque existentielle. Cette génération belge, la plus talentueuse de son histoire, répète-t-on depuis des années, va-t-elle enfin honorer son rang? Ou va-t-elle laisser les De Bruyne, Courtois et Lukaku quitter la scène mondiale sans jamais avoir décroché le trophée qu'on leur promettait? Alors, il y a un peu des choses qui sont un peu trompeuses dans cet article hein, quand même. Je pense que la Belgique avait une très très belle génération, des joueurs de top classe mondiale. Est-ce qu'ils avaient le potentiel pour gagner la Coupe du Monde? Alors, en 2018, totalement. Totalement. S'il n'y avait pas eu l'équipe de France qui avait fait un match hyper solide défensivement, ils avaient plutôt. Mais après, sur le reste, voilà, la Belgique est une nation grandissante dans le football, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans le football européen et mondial. Donc il faut connaître un peu les échecs avant de se construire. Là, voilà. euh, Après les départs de joueurs cadres comme Eden Hazard, la Belgique a un renouvellement de génération et c'est ça qui est intéressant, c'est que la Belgique arrive à renouveler sa génération de cracks, hein, la génération dorée comme ils l'ont appelé. Euh, et donc, chaque année, ils vont progresser et peut-être un jour décrocher une Coupe du Monde ou un Euro. Mais ça me paraît pas pour cette année. Ça m'étonnerait que, même s'ils ont toujours des joueurs très intéressants, ça m'étonnerait que là, la Belgique, ça aille au bout euh, cette année. Mais en tout cas, ça peut faire un très beau parcours et éliminer peut-être un ou deux gros avant de se faire sortir peut-être. Allez, je vois la Belgique au max du max atteindre les quarts de finale. Mais je les vois plus sortir en huitième, potentiellement, même s'ils risquent de finir première de leur groupe, hein, on le rappelle, hein. S'ils battent l'Égypte, ils auront l'Iran et la Nouvelle-Zélande à battre pour sortir première. Donc voilà, pour cette poule hein, de la Belgique, de l'Iran, de la Nouvelle-Zélande et de l'Égypte. Alors, Iran-Nouvelle-Zélande, je connais ni les deux équipes, je connais pas un seul joueur. Honnêtement, j'ai pas plus envie d'en parler que ça parce que ça m'intéresse. C'est pas un match de foot qui m'intéresse énormément. Après, évidemment, l'Iran, c'est surtout la lecture politique de leur match hein, qui est à suivre, hein.
avec tout ce qui se passe autour d'eux concernant les États-Unis. Mais sinon, sportivement, il y a pas grand-chose à dire, hein. Félicitations à eux quand même d'être venus et de participer à ce mondial. Alors, l'Iran est la 20e nation mondiale. Ça me paraît fou quand même. 20e nation mondiale. Ok. Alors, qu'il y a qui comme joueur iranien aussi? Après, ils ont un ou deux joueurs quand même, hein. On voit Godos, Taremi. Peut-être le plus connu, Taremi. Après, le reste, j'avoue que j'ai pas trop. Brésil, Haïti, vous en pensez quoi? Bah, on en pense rien, quoi. Brésil va gagner. Est-ce qu'il est censé, est-ce que quelqu'un est capable d'être honnête? Enfin, pas d'être honnête, mais de croire en une défense. Enfin, je sais pas comment dire, mais enfin, est-ce que quelqu'un peut me dire que Haïti va battre le Brésil sans trembler? Pour le coup, j'aimerais bien voir. Après, la Nouvelle-Zélande aussi, ils ont parlé de Iran-Nouvelle-Zélande juste avant, mais voilà, ils ont un ou deux joueurs que l'on connaît. Par exemple, Wood, hein, l'attaquant de Nottingham en Angleterre. C'est vrai qu'après le reste, ça me paraît compliqué aussi. Voilà, ils ont des joueurs qui jouent en Angleterre, Stamenic du côté de Swansea, et le reste, là aussi, inconnu au bataillon. Désolé, mais vu les prestations du Brésil, c'est un peu la merde, hein. Après, ils ont fait match nul contre une très bonne équipe du Maroc. Moi, je pensais qu'ils allaient gagner, hein, clairement, le Brésil. Mais bon, contre Haïti, voilà quoi, il y a quand même un monde entre une équipe moyenne du Brésil et Haïti qui est une jeune nation, enfin une jeune nation, je saurais pas dire, mais qui fait leur première participation peut-être au mondial, donc faut pas déconner non plus. Voilà, donc la Belgique, on en a parlé, si je me trompe pas. Ouais, on est plutôt bon, on est plutôt bon. Ok, donc on va pouvoir quand même faire un point sur l'équipe de France avant leur match contre le Sénégal demain. Évidemment, je ne parlais pas trop vite. Bon, bah, d'accord. Mais écoute, j'aimerais bien connaître les arguments de Haïti pour s'ils arrivent à battre le Brésil, hein. Comment ils arriveraient à battre le Brésil? Pour le coup. Bref, on va aller sur l'équipe de France quand même. Donc je disais avant le match contre le Sénégal demain, on en reparlera évidemment demain de cette équipe de France. Mais voilà, vous savez, on sélectionne toujours un ou deux articles concernant des individualités ou peut-être Didier Deschamps. Mais et là, on va parler de Aurélien Tchouameni. Salutations à toi, Anto. Bienvenue une nouvelle fois sur le live. Ça fait extrêmement plaisir de te revoir. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Oui, sur Aurélien Tchouameni. Calme, sens du placement, orientation du jeu. Comment Aurélien Tchouameni est devenu le centre de gravité des Bleus. Aurélien Tchouameni a encore franchi un cap cette saison avec le Real Madrid. Il entend désormais en faire profiter les Bleus. Dès mardi face au Sénégal pour leur entrée dans leur Coupe du Monde. Alors, dites-moi aussi, les amis, ça m'intéresse, il y a pas mal de débats sur le milieu de l'équipe de France. Tchouaméni, Rabiot. Bah déjà, on va parler du joueur du Real de Madrid. Donc, dites-moi ce que vous en pensez d'Aurélien Tchouaméni. Est-ce que vous pensez que c'est un cadre de cette équipe de France? C'est un joueur qui va être un élément clé des Bleus? Ou sinon, vous trouvez que c'est un joueur qui n'a rien à faire titulaire des Bleus? J'aimerais bien savoir. Il y a pas mal d'avis assez mitigés concernant Aurélien Tchouaméni. Moi, je suis plutôt fan. J'aime beaucoup le joueur, même s'il a eu une mauvaise saison il y a 2 ans avec le Real. Là, cette année, c'était plutôt pas mal. Et après, c'est vrai qu'il a gagné à la bagarre contre Fede Valverde. Et ça, c'est un point pour lui. Alors, même lorsqu'il ne s'entraîne pas, Aurélien Tchouaméni reste au plus près du groupe. Vendredi à Waltham, lors de sa première séance des Bleus ouverte aux médias et au public, le vice-capitaine de l'équipe de France, qui avait été ménagé par le staff par précaution, était assis sur un banc, le plus à l'ombre possible, et observait la séance de ses coéquipiers d'un regard bienveillant. Il sera prêt ce mardi pour affronter le Sénégal en ouverture de la Coupe du Monde des Bleus à East Rutherford. Il sera même sans aucun doute l'un des premiers noms que Didier Deschamps couchera sur la feuille de match. Depuis 2 ans, le milieu de terrain du Real Madrid prend une telle dimension qu'il devient un homme clé de tous ses entraîneurs. Tchouaméni mérite sa place.
Je suis plutôt d'accord avec ça, hein. S'il y a un débat, hein, venez rentrer sur le débat pour Tchouaméni. Mais j'ai entendu lui, qu'il prenait trop de cartons, qu'il faisait trop de fautes, qu'il n'était pas assez offensif aussi. Euh, je sais pas forcément, c'est peut-être pas son rôle non plus, donc ça m'intéresse d'avoir vos avis. Depuis 2 ans, le milieu de terrain du Real Madrid prend une telle dimension qu'il devient un homme clé de tous ses entraîneurs. En club, que ce soit avec Xabi Alonso en première partie de saison ou avec son successeur Alvaro Arbeloa, même avec Carlo Ancelotti, hein, il a été utilisé un peu de tous les postes, hein, c'était un peu le couteau suisse de Carlo. Donc c'était plutôt pas mal, hein, Tchouaméni. Tchouaméni du côté du Real, euh, malgré comme je le redis, sa saison mitigée il y a 2 ans. En première partie, ouais, à partir de mi-janvier avec Arbeloa, il était l'un des 3 joueurs de champ les plus utilisés. 3940 minutes, toutes compétitions confondues, juste derrière Vinicius Junior et Fede Valverde. Une sorte de quarterback reculé. Au fil de l'exercice, les deux techniciens merengues ont loué l'importance de leur milieu français dans l'équilibre de l'équipe et sa propension à lire le jeu. Collectivement, l'an passé, à la même époque, pendant la Coupe du Monde des clubs, Xabi Alonso le définissait comme un pilier fondamental de sa formation. Son successeur sur le banc madrilène assurait quant à lui avec moi, Aurélien ne rejouera jamais en défense centrale, un poste où l'ancien monégasque avait dû dépanner sur Carlo Ancelotti la saison précédente. Avec des champs non plus, normalement, Chouameni, 26 ans, 46 sélections, 3 buts, n'évoluera pas en charnière. Il l'apprécie trop dans ce rôle de centre de gravité des Bleus. Ce que le Madrilène accomplit avec le ballon est peut-être moins spectaculaire que ce que Michael Olise, Ryan Cherki, Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé sont capables de produire, mais son rôle est au moins aussi précieux dans l'esprit du sélectionneur. Il loue son calme, aime sa façon de repositionner l'équipe, de se projeter tout en souciant que son acolyte du milieu assure bien la couverture, sa capacité à orienter le jeu aussi, à la manière d'un quarterback reculé. Il trouve par ailleurs qu'il a encore progressé dans la récupération du ballon. En somme, 5 ans après sa première sélection, Tchouaméni est devenu le patron du milieu des Bleus que le sélectionneur imaginait. Ouais, ouais, bah, c'est vrai qu'il a plutôt bien pris la place d'un Paul Pogba dans ce milieu de terrain de l'équipe de France. Et c'est vrai qu'il a fait des bonnes prestations, surtout pendant la période de la campagne de qualification au Mondial. Il a été quand même plutôt assez bon. Alors, sous José Mourinho, il va encore évoluer, j'espère en meilleur. Je pense aussi, c'est vrai que José Mourinho, euh, alors peut-être il va lui demander d'aller mettre des tampons, hein, d'aller mettre du bois comme on dit. Mais je pense qu'il va le faire évoluer dans son sens tactique aussi. José Mourinho, dans même la mentalité de la gagne. On sait que Aurélien Tchouameni c'est quand même un bon compétiteur, un sacré compétiteur, mais avec José Mourinho, ça peut être décuplé fois 10, hein. Donc c'est sûr que je pense je suis plutôt d'accord que si ça clique avec José Mourinho, il devrait en faire un très très bon joueur, même un joueur même si je pense qu'il est déjà référencé mondialement, encore plus vraiment comme un taulier des milieux de terrain que un peu tout le monde voudrait avoir. Ça reste que mon avis, mais je suis plutôt d'accord aussi avec ça. Euh, et on le voit, il sait ne pas se laisser faire, Aurélien Tchouaméni, avec sa bagarre avec Fede Valverde quand même. Il assure qu'il n'y a pas de problème. Donc c'est un article de Anna Caro pour Flashcore. Dans une interview publiée par l'équipe, Aurélien Tchouaméni est revenu sur la bagarre dans le vestiaire du Real Madrid avec Fede Valverde, assurant que ce qui est sorti dans la presse à ce sujet sont de fausses histoires. Il n'y a pas de problème avec Valverde, assure le milieu de terrain français. Bon, il a quand même envoyé à l'hôpital, hein, le pote, hein. Ce qui m'a dérangé, ce sont les fausses histoires sorties par rapport à ce qui s'est réellement passé. Ça, je n'y peux rien. Le plus important, c'est que dans les vestiaires, on soit cool, tranquille, assure Chouameni dans les colonnes de l'équipe. Citant une leçon qu'il aurait tirée de cet événement, il explique. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, le problème n'est jamais aussi gros que tu penses qu'il ne l'est. Comme tout aujourd'hui, on parle de ça, mais on parlera d'autre chose. Mais demain, on parlera d'autre chose. Il faut juste que tu tiennes les 2, 3 jours où il y a le buzz. Cette histoire a pris une ampleur que les 2, 3 premiers jours, on avait le sentiment que ça n'allait jamais s'arrêter. Et en fait, au bout de 2, 3 jours, quelqu'un dit une autre dinguerie ou une autre histoire se produit et tu passes à autre chose.
juste celui qui estime avoir repris une autre dimension au Real Madrid de cette saison. Le Français assure avoir reparlé à Valverde depuis. On s'est entraîné ensemble, on n'a pas rejoué ensemble. En revanche, parce que le dernier match de Liga, j'avais une gêne musculaire. Et pas question de voir de nouvelles tensions surgir en cas de demi-finale France-Uruguay, mais il faut vraiment que les gens comprennent, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il y a plein de trucs qui se passent dans un vestiaire. On s'est serré la main quand il est revenu et on continue de travailler ensemble. On espère pas revoir une bagarre entre les deux. Ouais, évidemment, c'est vrai que les bagarres dans un vestiaire, on n'espère pas les voir, mais après, ça fait partie du quotidien d'un vestiaire, hein. Des fois, il peut y avoir des tensions et ça. Alors, ça a fait du bien, peut-être pas forcément, mais ça permet des fois de repartir sur des bases plus solides. Voilà. C'était juste pour glisser ça parce qu'on parlait de José Mourinho et j'avais vu tomber l'info. De toute façon, Pérez l'a dit, chaque année, il y a eu des problèmes dans le vestiaire du Real Madrid. Et évidemment, dans un vestiaire comme le Real, dans un vestiaire comme le Real, où il doit avoir une vingtaine d'égos, tous les plus énormes, tous plus énormes les uns que les autres, c'est obligé qu'il y ait des tensions. C'est juste comme l'avait dit Marcelo, précédemment, ça sortait pas forcément ces histoires de bagarres dans le vestiaire, hein, et ça arrive dans tous les vestiaires, hein, peu importe. Et c'est vrai que ça sortait pas forcément, alors que là, bon, ça a été une saison plus que compliquée pour le Real cette année. Mais on aura le temps d'en reparler. Évidemment, on va en parler quand on fera notre petit point mercato du Real Madrid, mais on va continuer sur l'équipe de France. Et Ousmane Dembélé, euh, un cœur, deux sentiments. Si Ousmane Dembélé évolue au centre de l'attaque aussi bien chez les Bleus qu'au PSG, il n'y connaît pas les mêmes satisfactions. C'est un article d'Anthony Clément pour l'équipe. Repositionné au cœur de l'attaque des Bleus comme au PSG, Ousmane Dembélé doit interpréter ce rôle différemment en s'adaptant à d'autres contraintes. La Coupe du Monde a commencé, les exploits du Paris Saint-Germain appartiennent à un autre chapitre de la saison et c'est le moment de se souvenir de choses moins agréables comme le niveau d'Ousmane Dembélé en équipe de France. Sacré Ballon d'Or en 2025, à la hauteur de ce statut au printemps 2026, l'attaquant n'a toujours pas atteint une dimension comparable chez les Bleus où son utilisation est différente. Longtemps cantonné au côté droit, notamment au Qatar où il était concentré sur des tâches défensives en 2022, il est enfin parti pour occuper l'axe aux États-Unis, la zone où il a trouvé son plein épanouissement en club. Sinon, tu penses quoi de France-Sénégal? Bah, France-Sénégal, ça va être un sacré match, même si je pense que l'équipe de France est favorite tout de même. Bah, ça va être un match très 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 intéressant à suivre. Et avec une victoire des Bleus contre le Sénégal, ça enverrait un signe très fort dès le début de tournoi pour les Bleus. Et ça serait plutôt positif. Alors, sur Ousmane Dembélé, lundi dernier, le match contre l'Irlande du Nord a toutefois montré qu'il ne suffisait pas de l'aligner au même endroit pour qu'il ait le même rayonnement. Et le Sénégal, on va en parler juste après, hein, concernant la blessure du capitaine Kalidou Koulibaly, donc on va juste en reparler après. L'équipe de France va gagner 3-1 contre le Sénégal. Moi, j'aimerais bien que l'équipe de France, même s'il gagne que 1-0, fasse un clean sheet contre le Sénégal, ça serait déjà pas mal. Lundi dernier, donc le match contre l'Irlande du Nord a toutefois montré qu'il ne suffisait pas de l'aligner au même endroit pour qu'il ait le même rayonnement. Titulaire français qui a touché le moins de ballons, seulement 37 en 62 minutes, il était coincé dans le trafic et son amitié avec Kylian Mbappé ne s'est pas transformée en complicité technique. Seul au PSG pour naviguer sur le front de l'attaque en interprétant à sa façon le poste de numéro 9, il doit composer avec la présence du Madrilène. Au PSG, il est vraiment le centre de l'animation offensive. On a l'impression que c'est lui qui choisit les zones dans lesquelles il va et les autres s'adaptent. On l'a vu performant sur le côté en étant en attaquant axial. C'est le système de Luis Enrique qui fait qu'il y a beaucoup de permutations, souligne Bruno Chéroux. L'ancien milieu qui a suivi sa saison pour le Ligue 1+. Maintenant, il va devoir s'adapter. Il va falloir que tout le monde s'adapte. Mbappé aime bien décrocher ou aller à gauche. Ça permet à Dembélé de plonger. Et je l'ai vu faire contre l'Irlande du Nord. Ils se connaissent très bien, mais il faut trouver le bon moment, jeter le coup d'œil au supplémentaire qu'il n'a pas à faire au PSG où les joueurs se trouvent les yeux fermés depuis 2 ans. Là, il doit prendre plus d'infos sur le positionnement de chacun. Au-delà du, au-delà du cas Dembélé, la France ne jouera jamais comme le PSG, question de philosophie et de connexion. On ne peut pas comparer les automatismes d'un club et d'une sélection. On n'a pas les mêmes.
On n'a pas le même temps, les mêmes entraînements, les mêmes méthodes, note Lucas Hernandez, défenseur parisien, qui retrouve Dembélé à Boston. Au PSG, il nous a fait un bien extraordinaire et le coach lui donne toute la liberté du monde. À lui de trouver les solutions pour prouver qu'il est le meilleur. Je suis à côté de lui tous les jours et c'est vrai qu'il n'a peut-être pas ici toute la libre mobilité qu'il a au PSG. Dans le 4-3-3 parisien, il voit aussi ses coéquipiers répondre d'une autre façon à ses déplacements avec des appels en profondeur dont il raffole. Il ne faut pas confondre la liberté accordée aux offensifs et la coordination des mouvements, précise Chirou qui va commenter les matchs des Bleus sur M6. Comme Didier Deschamps, Luis Enrique ne veut pas avoir les attaquants dans les mêmes zones en même temps, et c'est ce genre de réglage qui demande plus de concentration en sélection. La grosse différence, c'est également que tu as deux milieux français qui doivent assurer l'équilibre des quatre offensifs au PSG. Tu as trois milieux qui tourbillonnent pour animer et créer des décalages. Les décrochages, les décrochages bleus de Dembélé n'ont ainsi pas encore le même impact et ce n'est sûrement pas un hasard si sa bonne prestation contre le Brésil a été liée à de nombreuses permutations conjuguées à la présence de deux latéraux offensifs, Théo Hernandez et Malo Gusto. Mais ce n'est pas parce que Gusto est très offensif qu'il fait les mêmes appels qu'Achraf Hakimi. Observe Chirou, pas du tout inquiet. Dembélé est moins central, moins influent qu'à Paris, mais peut-être que ça lui ira mieux sur certaines séquences, car il y aura plus d'attention sur Mbappé et Michael Olise. Et il aura plus d'espace pour accélérer et être décisif. Après s'être contenté de 7 buts en 59 sélections, il est temps de faire mieux et son repositionnement dans l'axe, même avec d'autres contraintes, ne peut pas être un handicap. Donc voilà pour Ousmane Dembélé, bah, on verra dès demain ce que ça va donner dans un match à enjeu. On espère voir un Ousmane Dembélé plus actif que lors du dernier match. France-Sénégal 4 buts à 2. Ah, 4 buts à 2, ça veut dire pas mal de buts. Après, c'est des sélections qui ont deux grosses défenses quand même, donc 4-2, ça me paraît énorme quand même, hein. Mais à voir, à voir. Je retiens en tout cas. 3-1, 4-2. Bonne journée, un bon live et une bonne. Alors bon, passez un bon live et une bonne journée à tous. Pardon. Bah, bonne journée à toi, Anto. Merci d'être passé sur le live. On espère te retrouver bientôt. Bon courage hein, si tu vas taffer. T'écoutes les Sénégalaises, ils vont payer. Ils vont gagner impossible. Même le banc de la France tabasse le Sénégal. Oh, tabasse le Sénégal, j'irai pas jusque-là. Hein, c'est une très très grosse nation, cette équipe sénégalaise. Mais je pense que oui, la France est quand même favorite face au Sénégal. Ça, par contre, j'en ai pas de doute. Mais faire extrêmement attention. On va parler de cette équipe du Sénégal. L'incertitude, Kalidou Koulibaly. Pourra-t-il épauler Moussa Niakhaté ou sera-t-il remplacé par Mamadou Sarr? Si, USA, ils n'ont pas gagné. Après, c'était un match amical, hein. La France est une meilleure équipe que la Côte d'Ivoire. Pourtant, ils ont bien perdu contre la Côte d'Ivoire. Donc, depuis qu'ils sont aux États-Unis, zéro victoire. Ah non, mais ça, il y a pas de doute, c'est des faits, hein. Mais bon, si on veut avoir une lecture au-dessus, quand même, euh, bon, ils ont une préparation pas facile, hein. C'est ce qu'on disait. Bah, il n'y a pas eu de victoire. Mais ils restent quand même champions d'Afrique. Et des joueurs, et pas mal de joueurs référencés. Donc, ne pas vendre la peau d'un lion de la Teranga trop vite. L'incertitude, Kalidou Koulibaly pourra-t-il épauler Moussa Niakhaté ou sera-t-il remplacé par Mamadou Sarr en défense lors de France-Sénégal? Le capitaine sénégalais Kalidou Koulibaly, blessé depuis la mi-avril, est revenu lors du deuxième match amical préparatoire des Lions de la Teranga contre l'Arabie Saoudite. Décidera au dernier moment s'il est apte pour affronter la France mardi soir. Sinon, Mamadou Sarr, qui sort d'une demi-saison quasi blanche avec Chelsea, le suppléera. MDR 4-1, tu verras, Olivier va les choquer. Bon, en tout cas, j'espère, hein. J'espère même si on peut leur mettre un score comme ça, c'est plutôt positif. Mais, euh, mais voilà, 4 buts, glisser 4 buts au Sénégal, j'y crois pas forcément. Euh, Un article d'Hervé Penaud donc pour l'équipe. On ne gagne pas une grande compétition sans une grande défense. Cet adage répété à l'envi s'est rarement démenti et le Sénégal s'est toujours appuyé lors de ses conquêtes continentales récentes sur ses murs porteurs. L'équipe brille souvent plus par sa force tranquille brutale que par un style débridé. La dernière canne n'a pas manqué à la tradition. Les Lions de la Teranga n'ont encaissé que 2 buts en 7 matchs et dont un seul dans les 4 rencontres à élimination directe, ce qui dit tout de leur solidité. En finale, alors que le quatuor de derrière avait perdu pas moins de 2 de ses 4 titulaires habituels, Crépin Diatta malade le matin même, remplacé par Antoine Mendy et Kalidou Koulibaly déjà blessé, suppléé par Mamadou Sarr, les Marocains n'ont pas pu percer le coffre.
Et voilà que l'arrière-garde souffre encore d'une interrogation majeure à l'heure de défier une attaque française protéiforme. Koulibaly, victime d'un pépin musculaire à une cuisse, n'a joué que 8 minutes lors du dernier match amical mardi soir contre l'Arabie Saoudite. Depuis la mi-avril et alors que Sarr ressortait d'une demi-saison superbe avec Strasbourg cet hiver, il a vu son temps de jeu s'effondrer avec Chelsea, qu'il a rejoint en janvier. Sans une minute en première ligue. L'axe s'est du coup fragilisé avec un ancien en quête de forme et un jeune en manque de rythme, qui sera donc aligné à côté de Moussa Niakhaté, l'inamovible Koulibaly, son double, ou Sarr, 20 ans, la relève prometteuse. En duo avec Niakhaté, un gage de fiabilité. Depuis le début de la préparation, Kouli, son surnom, 103 cap, a bossé énormément pour revenir, mais les Bleus présentent des caractéristiques qui pourraient poser des problèmes à un capitaine n'étant pas à 100%. Le défenseur d'Al Hilal sera en tout cas le premier décideur. S'il se sent apte, il sera logiquement aligné par un Paptio très proche des anciens. Koulibaly possède une très forte aura, il est respecté pour ses performances et pour son leadership. Niakate nous disait de lui il y a quelques semaines, on s'entend à la perfection parce qu'on est pareil, on pense pareil, on a les mêmes codes, les mêmes références. C'est ce que tout le monde dit. Kouli, Moussa, c'est les mêmes, il y a cette entente entre nous deux et en plus nos qualités sont différentes. Kouli, il a ce leadership, cette aura. L'attaquant, quand il le voit, il sent déjà sa présence. Il y a la qualité technique aussi, ce côté relanceur, pied droit, pied gauche, cette expérience. Moi, je suis plus jeune, donc je vais plus au casse-pipe, je suis un peu plus fou. C'est normal, mais on a des qualités communes et différentes qui font aujourd'hui nous deux ensemble. Qui font qu'aujourd'hui nous deux ensemble, c'est pas mal, plus que ça même. Koulibaly, 35 ans, le 20 juin, qui dispute peut-être son dernier tournoi avec les Lions, a encore 2 jours pour voir et prendre une décision importante pour la suite. Comme le Sénégal n'est pas venu pour un seul match, ici l'ancien Napolitain ne prendra pas de risque, même si au moment du tirage, il avait coché cette date face à son pays de naissance. Koulibaly a confiance en Sarr, énorme à la Coupe d'Afrique des Nations, dans l'anticipation et la vitesse, ce qui sera utile face à Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et les autres, même si le successeur doit lui aussi rattraper son déficit de temps de jeu en 2026, plus facile toutefois à 20 ans et sans ennui physique. Moins en vue lors du premier amical contre les États-Unis, au sein d'une formation à peine arrivée au pays le 31 mai. Sarr a haussé son niveau contre l'Arabie Saoudite, mais le test sera d'un autre calibre devant l'armada offensive des Bleus. Ah, c'est vrai que si Kalidou Koulibaly n'est pas là, ça serait plutôt positif hein, pour l'OGC, j'allais dire. Pour les Bleus, moi je pense que je préfère voir un Mamadou Sarr que Kalidou Koulibaly dans la défense sénégalaise. Euh, voilà, moins d'expérience, sachant qu'il a eu très peu de temps de jeu avec Chelsea. Euh, Kalidou Koulibaly, c'est quand même un joueur d'expérience et très bon, plus physique aussi. Donc, euh, donc à voir, et c'est vrai que le duo Niakate Koulibaly, ça pose pas mal de problèmes. Mais après, on verra évidemment, on en parlera demain matin en live évidemment des compos probables des deux équipes. Donc on aura le temps d'en discuter, pardon. Désolé, je ne sais plus parler, hein, on a plus d'une heure et demie de live. Euh, mais on va continuer. Alors, je voulais parler de Zinedine Zidane, mais bon, il y avait d'autres choses un peu plus intéressantes dont je voulais parler. Donc voilà, rapidement, Zinedine Zidane présent au mondial, légende du football, donc plutôt logique, sachant que son fils Lucas Zidane est le gardien de l'Algérie. Donc c'est là aussi, on l'a vu avec toute la famille, hein. Le fils Elias, par contre, n'est pas sélectionné avec l'Algérie ou la France, donc pas là. Enzo n'est plus là, enfin n'est plus professionnel. Donc voilà, et Zizou, hein, en opération communication avec Adidas aussi, hein, qui est l'une des têtes de la marque aux trois bandes. Donc c'est pour ça qu'on va pas mal le voir. Et sûrement futur sélectionneur des Bleus. Donc voilà, pas mal de choses à observer pour Zinedine Zidane lors de ce mondial. Voilà, on va pas aller forcément sur l'article. On va passer au point mercato. Si vous souhaitez encore parler des matchs de la Coupe du Monde, ben, n'hésitez pas dans le chat et que ce soit sur TikTok ou Twitch. Sinon, on va continuer
à parler de l'actualité football, mais plutôt côté mercato, hein, le mercato qui s'ouvre aujourd'hui, il me semble, avec Fabrizio Romano. On va voir quelles sont les dernières infos concernant les transferts dans le football mondial et même de plein d'autres choses. Alors, déjà, Ismaël Saibari au Bayern, le Here We Go a été lancé par Fabrizio Romano. Le deal est fait. 55 millions pour le PSV Eindhoven, qui seront envoyés par le Bayern Munich pour l'international marocain. Voilà, donc il devrait rejoindre l'attaque bavaroise. Euh, on verra évidemment ce que ça donne. Hein. Saibari, très 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 bon joueur. Donc 55 millions, plutôt pas mal. Hein. Pour un attaquant, 55 millions, maintenant, c'est devenu la norme, voire c'est pas très cher. Après, on sait que le Bayern, ils savent bien gérer plutôt leur mercato. Ils sont pas là dans des folies financières euh, comme d'autres clubs, pardon. Marco Kurela va rejoindre le Real Madrid, donc on en a parlé tout à l'heure. On va peut-être en reparler, et encore, vu qu'on a l'info juste là. Voilà, il va quitter Chelsea, le défenseur de 27 ans, pour 50 millions d'euros. On savait que José Mourinho cherchait un latéral gauche capable de jouer de temps en temps en défense centrale. Donc voilà, Marc Cucurella. Je sais pas, 55 millions pour Cucurella du côté du Real de Madrid, est-ce que c'était l'option qu'il fallait? En tout cas, Florentino Pérez a décidé de mettre les moyens euh, pour donner une équipe concurrentielle à José Mourinho. Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat. Est-ce que ça vaut le coup ou non? Ou fallait-il plutôt rester sur du Carreras ou Ferland Mendy? Donc Saïbari, on en a parlé. Josko Guardiol, qui était plutôt peut-être annoncé sur le départ, bah, du côté du Real aussi, devrait signer un nouveau contrat avec Manchester City jusqu'en 2031. Ça va être officiel bientôt. Sûrement quand il rentrera de la Coupe du Monde avec la Croatie, pardon. Sami Khedira de retour au Real, pas en tant que joueur évidemment, mais en tant qu'entraîneur adjoint de José Mourinho. Sami Khedira, hein, qui avait gagné la décima avec le Barça, avec le Real, qui devrait rejoindre le staff du club merengue. Kylian Mbappé qui a donné une interview aux Parisiens, il a déclaré pas mal de choses, on lui a posé des questions assez farfelues aussi. On lui a parlé de est-ce qu'il souhaitait devenir président de la République. Il a dit non, je suis déjà assez détesté comme ça. Il a dit aussi qu'il devait hausser son niveau défensif. C'est important pour l'équipe, je dois le faire, cela va commencer dans cette Coupe du Monde parce que nous voulons la gagner. Donc après, il faut allier les paroles aux actes. Hein. On sait qu'il est toujours dans la com. Kylian Mbappé, maintenant, il faut le prouver sur le terrain. Officiel, Barcola prolonge avec le PSG. Eh ben, on va voir si ça a été officiel, hein, pour Bradley Barcola qui était sur les tablettes de pas mal de clubs. Bah, déjà l'année dernière, je crois qu'il avait reçu une offre des dernières minutes de la part de Liverpool. Je crois qu'on parlait de lui aussi du côté du Barça pour cet été. Donc s'il prolonge, déjà plutôt pas mal pour cette équipe du Paris Saint-Germain. Alexander Isaac, homme du match pour la Suède contre la Tunisie. Yann Diomandé, homme du match pour son match contre l'Équateur, hein, à 19 ans seulement. Donc on disait, Coucou est là. Virgil van Dijk, homme du match pour le match contre le Japon. Mais sinon, les infos de mercato. Kai Havertz aussi, homme du match contre le Curaçao. Euh, PSV Eindhoven a ciblé Anas Salahdine, le Marocain de la Roma. Euh, Pardon, désolé, je fais la mauvaise traduction. Alors, le PSV Eindhoven voulait activer son option
pour 8 millions d'euros sur Anas Al-Haïdine en provenance de la Roma, mais aucun accord n'a été conclu avec le management du joueur. L'option expire demain et ne peut plus être exercée. Saladin va désormais évaluer ses options alors qu'il retourne à la Roma. De nombreux clubs sont intéressés après sa première saison en Ligue des Champions et sa convocation en sélection pour la Coupe du Monde. Et du coup, il a joué la Ligue des Champions avec le PSV. Ok. Donc Saladin à suivre, hein, peut-être potentiellement une bonne, un bon coup dans ce mercato d'été. Le Here We Go va aussi être lancé pour Nathaniel Brown, euh, le joueur de l'Eintracht. Voilà, si je dis pas de bêtises, voilà, le joueur de l'Eintracht. Pour 55 millions, il devrait signer du côté du Bayern Munich, hein, après ses débuts en Coupe du Monde avec l'Allemagne, sa passe décisive aussi, et ben, il devrait signer, après son retour de Coupe du Monde évidemment, dans le club bavarois, hein, donc 55 millions aussi, donc ça ferait 110 millions pour Ismaël, pour Saïbari et pour Nathaniel Brand du côté du Bayern Munich. Ah, il a marqué et il a fait une passe décisive, pardon. Ok. Ok, donc Corella du Real, du côté du Real. Ferran Torres, concernant les infos au sujet de son transfert du côté du Paris Saint-Germain dont on parlait, euh, je ne suis au courant de rien à part, concernant le PSG et je m'en fiche. Voilà ce qu'a déclaré Ferran Torres par rapport à ce transfert. Nouveau contrat pour Pedro Porro du côté de Tottenham. Il va signer un contrat jusqu'en 2031, plus une option jusqu'en 2032, avec une augmentation de salaire pour le latéral espagnol du côté des Spurs. Manu Koné, concernant son futur, je suis focus sur la Coupe du Monde. Après ça, nous en parlerons. Alvaro Arbeloa est en train de compléter les derniers détails pour être le nouveau coach de Fulham. On en avait parlé la semaine dernière, hein, lors des lives. Plutôt pas mal, plutôt un bon rebond pour Arbeloa. Russell Martin va être le nouveau coach de Leicester et devrait signer la semaine prochaine. L'info qu'on avait aussi, Ruben Amorim, pardon, est tombé d'accord avec l'AC Milan pour prendre la succession d'Allegri. C'est un article de Tom Griffin pour Flashcore. Ruben Amorim est tout proche de devenir le nouvel entraîneur de l'AC Milan et de succéder à Massimiliano Allegri sur le banc. Amorim est sans club depuis que Manchester United l'a limogé en janvier après une période difficile à Old Trafford. Le Portugais est considéré comme l'un des pires entraîneurs de l'histoire de United, n'ayant remporté que 31% de victoires en Première Ligue lors de ses 14 mois à la tête du club. Mais malgré une cote en baisse en Angleterre, Amorim reste très apprécié par certains en Europe. Il est proche de devenir le nouvel entraîneur de l'AC Milan. Selon Fabrizio Romano, il est prêt à accepter toutes les conditions discutées avec le club lombard et attend le feu vert final du Milan pour prendre les commandes. Alors, je suis plutôt d'accord avec ce qui est dit dans l'article, hein, même si c'est très mal passé du côté de Manchester United. C'est plutôt un bon coach pour Ruben Amorim, mais rebondir du côté du Milan AC, c'est très très intéressant pour lui, même si le dernier coach portugais à avoir entraîné, c'est Conceição du côté de Milan et ça s'est pas très très bien placé. Euh, voilà, il a su bien rebondir et j'ai hâte de voir ce que ça va donner si ça se fait officiellement. Là aussi, question bizarre, pourquoi Amorim est sur les tablettes du Milan alors que ça devait être Olivier Glasner? Ce choix en surprend plus d'un alors que les informations précédentes faisaient état d'une offre de contrat de 2 ans à Olivier Glasner. Glasner affiche d'ailleurs un meilleur palmarès que l'ancien coach du Sporting ayant marqué l'histoire de Crystal Palace avec 3 trophées dans la Ligue Conférence lors de son dernier match à la tête du club. C'est une bonne question, c'est vrai que Olivier Glasner était le favori pour signer du côté du Milan. Peut-être que ça s'est pas fait pour des questions d'argent, possiblement. À suivre. Merci à Waris TNZ pour le follow. Bienvenue dans la communauté Hattrick. Ça fait extrêmement plaisir. Un nouveau follower en plus. Merci vraiment à tous les gens qui sont abonnés, tous les gens qui sont toujours présents sur le live, hein, et qui sont venus discuter aussi, hein, que ce soit sur TikTok ou sur Twitch, hein.
Donc voilà, on en parlait, le buteur de l'Australie aussi, Nestori Irankunda, plus jeune, goal scorer, enfin, plus jeune buteur avec l'Australie, dans l'histoire de la coupe du monde. Peut-être que lui aussi, hein, juste avec, un très bon match contre la Turquie, il pourra avoir des opportunités, dans des clubs un peu plus huppés que parce que je crois qu'il joue toujours, du côté de l'Australie, si je dis pas de bêtises, pour ce joueur. Voilà, John McGinn élu joueur et après bon, il n'y a pas forcément plus d'infos que ça concernant les rumeurs de transfert. Mais c'est déjà plutôt pas mal, hein. Saïbari, bon, on le savait. Nathaniel Brown aussi. Pedro Porro, on s'en doutait de la renégociation de contrat. Et voilà, Ruben Amorim du côté du Milan AC, là pour le coup, euh, c'est une vraie info. On en avait d'autres aussi des infos concernant Malo Gusto. Alors déjà, merci à Djiné AK47, bienvenue dans la communauté Hat-Trick. Merci pour le follow, ça fait extrêmement plaisir. Malo Gusto attire un rival anglais, l'Inter est aussi dans la boucle. C'est un article de Simon Votova pour Flashcore. Le latéral droit Malo Gusto se concentre actuellement sur la Coupe du Monde avec la France, mais son agent risque d'avoir fort à faire ailleurs. Le défenseur de Chelsea intéresserait en effet aussi bien Manchester City ou le futur entraîneur Enzo Maresca a son mot à dire sur la politique de recrutement que l'Inter. Le défenseur de Chelsea intéressait en effet aussi bien Manchester City ou le futur entraîneur Enzo Maresca a aussi son mot à dire sur la politique de recrutement que l'Inter. Le champion d'Italie cherche un remplaçant à Denzel Dumfries qui devrait rejoindre le Real Madrid. Malo Gusto a rejoint Chelsea à l'hiver 2023 pour 30 millions d'euros alors que les Londoniens avaient devancé la concurrence et laissé le jeune joueur à Lyon en prêt jusqu'à la fin de la saison. Lors de sa première saison avec les Blues, le latéral droit a délivré 6 passes décisives en Première Ligue et 3 autres en FA Cup. Pardon. L'évolution du Français a été irrégulière lors des saisons suivantes, mais l'ancien entraîneur des Blues, Maresca, a apprécié le joueur et lui a trouvé une utilité aussi bien sur le côté de la défense qu'en position inversée lors des phases offensives. Enzo Maresca a fait de Malo Gusto une cible. Pour 31 millions d'euros de livres, ça serait sa première signature du côté de Manchester City. Voilà, c'est parmi les rumeurs, hein. C'est Purely Football qui a sorti l'info, une info de Graham Bailey. Le technicien italien s'apprête désormais à prendre les rênes de Manchester City où selon l'équipe, il pourra emmener avec lui les défenseurs de 23 ans. Chez les Citizens, l'entraîneur a un rôle clé dans le choix des recrues. La valeur marchande du défenseur a grimpé à environ 35 millions d'euros, mais il est à prévoir que Chelsea cherchera à arrondir le montant du transfert à la dizaine supérieure. L'Inter Milan était aussi intéressé par Malo Gusto. Le géant italien explore un potentiel remplacement de Denzel Dumfries avec Gusto. Il serait parmi une liste de noms. Voilà, est-ce que 40 millions d'euros vous les mettez pour Malo Gusto, que ce soit du côté City ou de l'Inter, ou même dans un autre club, hein, où est-ce qu'il pourrait atterrir? Mais est-ce que 40 millions, ça serait le prix, le juste prix pour Malo Gusto? J'avoue que je me pose la question. N'hésitez pas à me dire hein, dans le chat. Pour finir, alors là, mercato un peu moins huppé, mais c'est Charles Van Hout qui devrait quitter Nice, un joueur que j'aimais plutôt bien du côté des Aiglons, mais qui va quitter l'OGC Nice pour un club qui va jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, le club de Feyenoord. Qui a dû comprendre qu'il était dans un bourbier pas possible. Nice doit faire des économies. Voilà, 6 millions d'euros qui sont proposés pour la vente du joueur. Donc Nice va vendre Charles Van Hout. L'international belge Charles Van Hout va quitter le gym pour Rotterdam. Les deux clubs ont trouvé un accord pour un transfert estimé à 6 millions d'euros. Charles Van Hout va bien devenir le premier joueur niçois à quitter la Côte d'Azur cet été dans le cadre d'un transfert. Comme annoncé, les négociations avançaient bien avec le gym et un accord a fini par être trouvé ce dimanche entre les deux clubs. Le montant du deal est estimé à 6 millions d'euros, soit la somme investie par le club azuréen l'été dernier pour arracher à l'Union Saint-Gilloise, alors engagée en Ligue des Champions un an après. L'international belge va la disputer avec le Feyenoord de Rotterdam, deuxième du championnat néerlandais. Van Hout devrait voyager aux Pays-Bas dans les prochains jours pour y passer sa visite médicale et finaliser son transfert. Aucun sens de le revendre au prix d'achat, il y avait la possibilité de faire mieux cette saison et devenir un homme de base. Bref, mauvaise idée. Bon, après, il a senti que l'OGC Nice était un bourbier quand même. Donc il est plutôt, sachant qu'il n'a pas joué la Ligue des Champions pour venir à Nice, euh,
voilà, tu le revends au même prix. Bon, c'est un peu débile, mais je peux comprendre son choix de quitter le club de l'OGC Nice. Salut à Vincent BTI, malheureusement mon ami, tu arrives un peu tard, hein, on va pas tarder, on va clore ce live. Donc si tu as une question, une affirmation peut-être de dernière minute, comme ça on en discute, mais sinon on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, bienvenue à toi, hein, j'espère que quand même tu as passé un bon week-end. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'actualité football pour aujourd'hui, les amis. Après, il y a plein d'autres choses dont on souhaitait parler. Je t'avais prévenu pour 20 août, c'est vrai, je j'avais pas oublié. Mais, euh, mais du coup, voilà. Euh, je pense que c'est sur ces mots qu'on peut conclure ce live. Donc je disais, on a parlé de toute l'actualité football. Évidemment, il y a plein d'autres choses à dire. On en parlera évidemment demain des résultats de l'Espagne contre le Cap-Vert, pardon, la Belgique contre l'Égypte, Arabie Saoudite, Uruguay et Iran, Nouvelle-Zélande. Et évidemment, on parlera juste avant euh, le match de demain soir du France-Sénégal, évidemment, les amis. Donc, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été présents. Merci pour les likes, merci pour les follow, merci pour les commentaires. Merci à tous d'avoir été là. Euh, on n'est que le début de semaine, donc on se retrouve demain, normalement 10h midi, sans trop de soucis. Évidemment, restez à l'affût sur X, hein. Normalement, je vous mets quand je suis en live. Donc, restez bien branchés. En tout cas, je vous souhaite un bon appétit, les amis, une bonne fin de journée, une bonne après-midi. Pour ceux qui sont au taf, bon courage. Même pour le reste, hein, bon courage. Et on se revoit bientôt, ou en tout cas demain matin. Donc voilà, merci à tous d'avoir été présents et passez une bonne journée. Ciao les amis, ciao ciao. Et passez une bonne Coupe du Monde aussi, hein. Et pour ceux qui sont sur Twitch, je vous envoie sur un live que je vais choisir juste après. Donc voilà, merci à tous et à demain les amis, ciao ciao.